Bonsoir à toutes et à tous, je suis Natacha Ruiz, co-auteure du guide de la mode éco-responsable et fondatrice de Poesia. Et ce soir, je suis avec Benjamin Lenoir, Agathe Meunier et Laura Binboès, nos invités du jour, pour le nouvel épisode du talk-show Mode créatrice d'envie, comment devenir consommateur. Alors pour rappel, ce talk-show a vu le jour à l'occasion de la sortie du guide de la mode éco-responsable, coécrit avec Alice Lehoux et publié par Mango Éditions. Alors, ce talk show, il a pour vocation de connecter les professionnels de l'industrie de la mode et du textile avec le grand public pour qu'ensemble, nous puissions échanger et co-créer l'industrie d'aujourd'hui et de demain pour la rendre plus vertueuse. Notre thème du jour, c'est les défis de la mode engagée. Alors, peut-être que vous avez remarqué, mais actuellement, on voit apparaître de plus en plus d'entreprises de mode engagées. Alors, ces entreprises, elles réfléchissent à de nouveaux modèles, à une nouvelle façon de produire et de développer des activités qui respectent l'humain et l'environnement. On parle de slow fashion, mais aussi de slow business. Le but, c'est vraiment de produire de manière raisonnée et de répondre à des vrais besoins des clients. C'est d'aller finalement à contre-courant de la fast fashion, de sortir de la surproduction pour avoir une traçabilité et une transparence tout au long de la fabrication des produits. L'objectif des entreprises, c'est vraiment d'encourager une consommation raisonnée tout en développant une activité économique qui soit rentable. Alors justement, aujourd'hui, je suis avec 3 entrepreneurs qui vont nous parler de leur concept, de leur fonctionnement et des défis qu'ils rencontrent pour développer leur entreprise de mode engagée. Alors tout d'abord, d'un côté, j'ai Benjamin Lenoir. Bonsoir Benjamin. Bonsoir Natacha, merci pour l'invitation. Avec plaisir. Donc toi, tu es fondateur de Coton Vert, une marque C'est de ça. vêtements éco-responsables. Donc toi, après une expérience en tant que bénévole au sein de l'association Artisans du Monde, tu lances en fait un groupe Facebook pour débuter Ouais. une réflexion autour d'un projet en lien avec les vêtements. Et donc, au début, vous êtes une centaine déjà dans le groupe. Et Ouais. en fait, toutes ces personnes, elles ont vraiment l'envie de s'habiller en étant plus responsables, mais elles rencontrent des difficultés à passer à l'action. Et donc, lors des échanges que tu as avec ces personnes, vous rendez compte que vous avez vraiment un besoin pour des vêtements basiques, éthiques et accessibles. Et donc, c'est comme ça que tu co-crées Coton Vert avec ces personnes. Ouais, complètement. Voilà. T'as bien Alors, résumé. oui. Non, ouais, c'est bon, Ah, c'est ça. excuse-moi. Ok. De toute façon, tu vas nous expliquer tout en détail. Je fais juste la petite intro. Ouais, Voilà. Et donc, Coton Vert, aujourd'hui, c'est une marque de vêtements et accessoires intemporels, bio et solidaires. Et la mission de ton entreprise, c'est vraiment de permettre au plus grand nombre de s'habiller responsable grâce à des vêtements basiques, confortables et à des prix accessibles. Donc, tu ouais, t'assures que les pièces soient faites dans le respect des conventions de l'OIT, donc l'Organisation internationale du travail, et bien évidemment de la planète grâce à la certification GOTS. Tu as un projet collaboratif puisque tu veux vraiment que ta communauté choisisse et co-crée les basiques de ta marque ensemble. Et aussi ta partie solidaire dont tu vas nous parler avec 1 € qui est reversé sur l'achat d'un produit à l'ONG partenaire qui vient en aide justement aux enfants des rues de Dhaka au Bangladesh. c'est ça. Voilà. Et donc, d'autre part, j'ai Agathe Meunier, donc fondatrice de Collectif Fringué. Bonsoir Agathe. Bonsoir. Alors toi, tu es diplômée d'une école de commerce et tu te lances en fait d'abord dans le marketing à Paris. Et au bout de 3 ans, après avoir enchaîné des expériences qui n'ont pas forcément permis de trouver ta voie et de t'épanouir, tu décides de voyager en fin 2019, en septembre. Et là, tu découvres pendant tes voyages qu'il y a un vrai problème dans le monde et dans la mode. Et en raison de la situation sanitaire, tu reviens en France de manière précipitée et tu te lances dans l'entrepreneuriat. C'est là Exactement. que naît Collectif Fringué, donc une marque de mode collaborative d'upcycling et engagée. Et donc, toi, tu proposes des créations imaginées par un collectif de stylistes et modélistes avec et pour ta communauté. Donc, tu fabriques en France et tu utilises notamment des stocks, des matières naturelles qui viennent de stocks dormants que tu chines dans des ateliers ou des usines françaises. Exactement. Tout à Voilà. fait. Et pour finir, donc j'ai Laura Bimboès. Bonsoir Laura. Bonsoir Natacha, bonsoir à tous. Voilà, donc toi, tu es fondatrice de la marque de lingerie éco-responsable Léon et Lucienne. Et C'est donc, ça. tu es d'abord diplômée d'une école d'ingénieur avec une spécialisation d'entrepreneur. Et donc, tu as travaillé dans plusieurs entreprises technologiques, mais tu n'y trouves pas forcément ta place. Et donc, passionnée de mode et de lingerie, tu te rends compte, en fait, de tous les impacts dévastateurs, tant au niveau environnemental que social, ce qui te pousse à lancer ta marque et pour aussi donner plus de sens à ta vie professionnelle. Et donc, c'est comme ça que naît Léon et Lucienne, une marque qui met l'éthique et l'écologie au cœur de sa démarche. Donc, tu allies coton bio, dentelle upcyclée pour que tes culottes, en fait, soient féminines, confortables, séduisantes, tout en ayant un impact limité sur l'environnement. Exactement. Voilà. Donc, on va tout de suite vous donner la parole pour que vous puissiez vraiment nous expliquer plus en détail vos projets.
Et donc, pour tous ceux qui nous ont rejoints, bonsoir à vous. N'hésitez pas à préparer vos questions, à les poser pendant le talk show et on prendra le temps d'y répondre à la fin. Alors, je vous propose pour commencer de présenter en fait plus en détail vos projets respectifs. Donc là, j'ai fait l'introduction, mais le but, c'est vraiment que vous puissiez nous raconter plus en détail un peu l'histoire derrière votre projet. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans l'entrepreneuriat engagé? Qu'est-ce que vous proposez concrètement comme produit et à quel type de personnes? Si tu veux commencer, Agathe. Ok, alors bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. Super contente d'être là. Donc du coup, moi, la marque, comme tu disais tout à l'heure, Natacha, donc c'est Collectif Fringué, donc une marque de vêtements qui est collaborative. Donc on développe tous nos modèles avec notre communauté via des questionnaires, ce qui nous permet d'avoir un portrait au bout du vêtement. Et ensuite, en fait, à chaque vêtement qu'on développe, c'est un styliste différent que nous, on met en lumière. On parle de ses projets pro, etc. Pour vraiment mettre en avant les personnes qui se cachent derrière le design et la confection de nos vêtements. Donc, comme tu le disais, on fabrique en France, en atelier d'insertion et de réinsertion dans la mesure du possible, en matière naturelle, et on fait de l'upcycling. Donc, je n'utilise que des matières, en fait, que des fins de rouleau pour leur donner une seconde vie. Et en fait, ce projet, en fait, j'ai beaucoup voyagé de par mes études. J'ai toujours essayé de faire très attention à comment je consommais. Et en fait, vraiment, le projet, je pense, qui mûrit dans ma tête depuis très longtemps, mais j'ai jamais eu vraiment la force de me lancer. En fait, j'ai commencé à changer assez radicalement mes façons de consommer quand j'étais en Australie. J'étais en colocation avec des personnes qui étaient très militantes, véganes, etc., qui m'ont énormément éduquée sur toute cette partie. Et c'est là où j'ai commencé à me dire oh mon Dieu. Mais au final, moi, je n'osais absolument pas me lancer parce que je suis assez jeune et j'avais peur tout simplement. Et effectivement, après 3 années en marketing à Paris, un gros craquage et du coup un départ en Asie pour voyager. Où j'ai eu vraiment l'occasion de faire le point, de prendre du recul et de comprendre un petit peu mieux ce que je voulais. Je commençais d'ailleurs déjà à écrire mes idées sur papier, mon business plan, etc. À ce moment-là. Et en fait, en mars 2020, on est rentré précipitamment j'étais avec mon compagnon du coup. Et à ce moment-là, je me suis dit, bon, voilà, je suis rentrée, les projets ont été avortés, entre guillemets. Donc maintenant, je l'ai vu comme un signe, en fait, de me dire que c'était le moment où j'aimais de me lancer. Voilà. Ok, merci de nous avoir partagé cette histoire. Et toi, Benjamin, alors comment est né Coton Vert? On a commencé à en parler, mais si tu veux nous raconter plus en détail. Comme tu l'as bien résumé, premièrement, il y a eu avant le groupe Facebook, il y a quand même eu une certaine prise de conscience. Moi, de base, j'ai quand même eu une éducation avec des parents assez engagés sur le bio, la seconde main, etc. Malgré tout, comme beaucoup de gens, j'ai eu quand même une petite période fast fashion, j'achète un peu n'importe quoi. Bon, j'en ai un peu honte maintenant, mais bon, c'est des erreurs de jeunesse, on va dire. On n'était pas forcément au courant de tout ça, hein. On est né dedans, en fait. Ouais, bien sûr, c'est ça, c'est qu'on est influencé, manipulé par tout ça, mais heureusement, on arrive à changer par la suite. Au contraire, puisque tu as décidé de changer radicalement et de créer ta marque pour contrer tout ça. Ouais. Et du coup, en fait, alors pareil, moi j'ai fait un master, mais plus dans la communication. Et en licence, j'ai fait un premier stage chez Artisans du Monde. Comme tu l'as dit, c'est une asso qui vend des produits équitables, surtout alimentaires, mais aussi cosmétiques, artisanaux, etc. Et c'est là, je pense que mon engagement s'est davantage forgé. D'abord au niveau du commerce équitable en règle générale. Et ensuite, je ne sais pas trop pourquoi, je crois qu'à un moment, je souhaitais aussi m'habiller plus responsable, après de la nourriture plus responsable, place aux vêtements et tout. Donc là, j'ai cherché et en fait, je trouvais, bon, c'est un peu le discours habituel, mais c'était vrai, je ne trouvais pas grand-chose niveau basique qui me convenait et avec des prix pas trop élevés, on va dire. Et en fait, je me suis pris d'intérêt par ce sujet des vêtements et du coup, j'ai regardé là plein de reportages
tout ce qui est cache investigation, tout compte fait, The True Cost. Enfin, je pense qu'on les a tous regardés, tous les 4 là. Si vous voulez, enfin pour ceux qui découvrent un peu le secteur, on a écrit un article de blog sur le site de Coton Vert où on liste plein de ressources comme ça, tous les films qui nous ont inspirés, quoi. Enfin, qui m'ont inspiré. On pourra le partager, l'article, si tu veux. Et ouais, alors le nom, je crois que c'est 25 ressources pour s'habiller plus responsable, un truc comme ça, de mémoire. Okay. Mais sur notre blog, on a pas mal de ressources informatives sur le sujet. Et du coup, ouais, pour accélérer un peu, après, on a fait j'ai créé le groupe à l'été 2017, où là, moi, je savais que je voulais entreprendre, mais je savais pas trop, et du coup, entreprendre dans les vêtements, mais je savais pas trop ce que je voulais faire. Je voulais aussi entreprendre, parce qu'au-delà d'entreprendre dans l'éthique, il y a entreprendre tout court, et je pense qu'on a tous eu une certaine envie de liberté, d'indépendance quelque part, quoi. Et moi, j'ai testé un peu le salariat. Voilà, j'ai vu que je m'épanouissais pas trop là-dedans, en fait. Et du coup, assez vite, j'ai su, parce que je crois qu'on le sait, j'ai su que je voulais être entrepreneur. Et je ne regrette pas aujourd'hui, malgré les petites difficultés dont on parlera plus tard. On va parler. Et du coup, voilà, j'ai créé ce groupe. Et en fait, le premier objectif, c'était déjà de rassembler des gens qui partageaient mes valeurs et l'envie de s'habiller plus responsable. Donc, le premier truc que j'ai fait, c'est de diffuser le groupe un peu partout pour trouver des gens, quoi. Et après, une fois qu'on avait pas mal de gens, donc tu l'as dit, quelques centaines, dès le début, en fait, ça avait plutôt bien pris. Et là, on a fait le projet avec ces gens-là via, un peu comme Agathe, via des formulaires, des débats, etc., de façon très collaborative. Et ça a duré 1 an quand j'étais encore en études à côté, donc c'était pas à plein temps. Et le crowdfunding est arrivé 1 an plus tard, à l'été 2018. Et voilà, là, on est 2 ans et demi plus tard, et j'ai pas mal parlé, donc je vais peut-être laisser mes collègues, à moins que tu veuilles que je précise encore. Ok, oui, vous aurez l'occasion d'aller plus en Ouais, détail. on aura le Merci, temps. Benjamin. Et du coup, toi, Laura, raconte-nous la genèse de Léon et Lucienne. Alors, on en a un petit peu parlé, mais c'est bien que tu puisses nous dire plus en détail. Ouais. Alors moi, j'ai un diplôme d'ingénieur, donc comme tu disais tout à l'heure, avec une spécialisation entrepreneur. C'est-à-dire qu'en fait, pendant les 3 ans d'études d'ingénieur, j'ai reçu une formation spécifique sur l'entrepreneuriat. Donc j'ai toujours eu cette fibre, cette envie de créer. Mais ayant un diplôme hyper technique, pour moi, c'était un jour, je créerai mais quelque chose de technologique. Mais j'avais quand même cette passion pour la lingerie depuis quasiment toujours, en fait. Je trouve que la lingerie, c'est un super moyen d'expression sans vraiment le montrer. C'est-à-dire qu'à la base, je suis quelqu'un quand même assez réservé et timide, et du coup, historiquement, je n'ose pas trop sur le vêtement. Enfin, voilà, j'ai des couleurs hyper simples, etc. Mais au niveau de la lingerie, je trouvais que vraiment, c'était un moyen d'affirmer mes goûts sans que les gens le voient. Donc, j'avais quand même cette idée, la lingerie, dans un coin de ma tête. Et puis, après mes études, je suis partie vivre à l'étranger. Et puis, j'ai suivi un petit peu la voie tracée. J'ai travaillé dans plusieurs entreprises hyper technologiques. Et en fait, en parallèle, j'ai commencé à me rendre compte un petit peu le changement climatique, tout ça. Dans le pays où j'étais, on en parlait un petit peu plus qu'en France. Du coup, j'ai commencé ma transition écologique, d'abord par ce qui était cosmétique et par la nourriture. Et puis petit à petit, comme Benjamin, j'ai vu des reportages sur les vêtements, la fast fashion. Et c'est là que je me suis vraiment rendu compte de l'impact énorme de la mode et notamment de la lingerie. Sur l'environnement, mais aussi au niveau sociétal. Et voilà, j'avais toujours cette idée de création d'entreprise, et donc ça a un petit peu fait son chemin. J'ai commencé à consommer mieux aussi au niveau des vêtements, mais au niveau de la lingerie, en fait, je trouvais pas mon bonheur. Pour le coup, je trouvais que ce qui était proposé, ça restait globalement basique. Et moi, j'aime bien la dentelle, j'aime bien les choses un petit peu sexy. Du coup, voilà, j'avais envie d'une marque écolo avec de la dentelle. Et donc, c'est de là que m'est venue l'idée de Léon et Lucienne. Et le hasard faisant bien les choses, parfois, je me suis retrouvée sans emploi, en fait, au moment où j'avais toutes ces réflexions-là. Et je me sentais plus vraiment bien dans le salariat, comme disait aussi Benjamin. C'est-à-dire que
en travaillant dans des entreprises ultra technologiques, en fait, toutes mes valeurs humanistes, écologistes, je les retrouvais pas du tout dans mon travail, en fait. Moi, j'avais vraiment besoin de mettre l'humain et l'écologie au cœur de ce que je faisais professionnellement. Et du coup, en fait, toutes les pièces se sont assemblées. C'est à ce moment-là que je me suis dit, faut que je crée, faut que je fasse mon entreprise. Et voilà, donc j'ai créé Long Lucienne. Alors, j'ai commencé à travailler sur le projet mi-2019 et j'ai créé l'entreprise fin 2020. Donc, ça fait pas très longtemps que j'existe, mais mettre en place une entreprise, c'est vraiment énormément de travail et voilà, il y a beaucoup de défis comme on va en parler tout à l'heure. Et c'est pour ça que il fallait bien réfléchir tout du long avant de se lancer. Ok. Bon, c'est 3 parcours riches avec plein d'expériences qui vous ont amené du coup à créer vos projets. Et aujourd'hui, donc, qu'est-ce qui vous différencie finalement des autres marques, entreprises de mode traditionnelle? Vous parlez de fast fashion, même s'ils commencent à essayer d'être éco-responsables, mais concrètement, qu'est-ce qui vous différencie? Quels sont vos engagements? Est-ce que Benjamin, tu veux nous parler de tes Il y en a engagements? beaucoup, je ne saurais pas trop par quoi Dis-nous les commencer. plus importants. Je dirais, c'est pas forcément celui qu'on citerait en premier, mais c'est juste de beaucoup moins produire et de pas avoir 15 000 articles sur son site web, quoi. Enfin, c'est un truc auquel on pense moins, mais généralement, une marque qui a, je sais pas, 10 000 références, déjà, c'est un indice pour se dire qu'elle est peut-être pas dans une démarche de produire de façon raisonnée, etc. Je vais te dire aussi que nous, justement, là-dessus, on essaye de pas trop, ou en tout cas de beaucoup moins inciter à l'achat qu'une marque un peu lambda. Après, évidemment, on utilise des matières naturelles. Pour nous, c'est le coton bio, mais tu as raison de dire que des gros commencent à l'utiliser, après sans être toujours certifiés. Donc, du coup, je pense qu'il y a plus de doutes de leur côté, parce qu'on sait qu'il y a aussi des labels plus ou moins créés. Voilà, enfin, on pourrait en parler longtemps. Après, nous, on a aussi, à l'image d'Agathe, un projet collaboratif. C'est-à-dire qu'on ne crée pas des besoins, on va plutôt partir du besoin des gens pour créer nos vêtements. Et après, évidemment, nous, on travaille aussi avec des usines, comme tu l'as dit, qui respectent les conventions de l'OIT. Mais ça, c'est le b.a.-ba. Mais c'est le b.a.-ba, mais qui n'est pas toujours respecté dans les grandes marques, par exemple, qu'on connaît toutes et tous. Je pense que j'ai fait un peu le tour. Ok, tout à l'heure, on va avoir ton site. On va regarder justement plus en Il y a détail. l'aspect aussi solidaire, mais comme on va en reparler après. Oui, exactement. Ok. Et toi, Laura, alors, quels sont tes grands engagements? Pareil, on reviendra plus en détail tout de suite après. Moi, je pense que la différence principale avec les marques traditionnelles pour les Long Lucienne, c'est vraiment que toute la vie de l'entreprise est pensée dans une optique de réduction de l'impact. C'est-à-dire que au niveau de la conception des produits, donc je vais utiliser des matières naturelles biologiques certifiées, je vais utiliser des dentelles qui sont upcyclées, je vais concevoir les produits en partenariat avec des spécialistes de la lingerie pour faire en sorte que ce soit des sous-vêtements qui soient durables et qui durent dans le temps. Mais il y a aussi tout le reste, c'est-à-dire que pour les expéditions, je choisis de travailler avec des enveloppes qui sont fabriquées à partir de bois créé durablement. Je fais des expéditions en colis réutilisables. Et après, il y a aussi tout le reste de la vie de l'entreprise. Il y a de l'électricité verte dans les locaux. Je travaille avec des équipements électroniques qui sont reconditionnés. Enfin, grosso modo, toutes les décisions qui sont prises dans l'entreprise, en fait, il y a une réflexion en amont sur l'impact des différentes options. Et c'est aussi pour ça que ça a mis autant de temps pour moi pour créer l'entreprise, parce que je voulais vraiment faire les choses bien dès le début. Donc, l'impact de chaque pôle de l'entreprise est réfléchi en amont, en fait. Donc voilà, c'est pas que des sous-vêtements qui sont en coton bio, c'est aussi toute l'entreprise qui réfléchit à son impact et qui met des choses en place pour le réduire. Ok, d'où le slow business. Donc, aller doucement et pas Voilà, c'est ça. à tout prix générer plein de chiffres d'affaires sans penser à toutes les conséquences, comme tu disais, dans la globalité de l'entreprise. Ouais.
Puis c'est plus simple de mettre les choses en place dès le départ que de prendre des mauvaises habitudes et de les changer après. Avoir les bonnes fondations. C'est ça. Et toi, Agathe, tu peux nous parler, bon, on en a déjà parlé un peu, mais des engagements forts qui te démarquent justement des marques de mode traditionnelles. Oui, alors l'un des gros engagements qu'on a, ça va vraiment être la collaboration, que ça soit à la fois avec les stylistes, les modélistes et l'atelier qui sont impliqués dans le développement de nos modèles. L'idée, c'est vraiment de pouvoir les mettre en lumière, de parler d'eux pour avoir cet aspect éducatif, entre guillemets, sur ce qui se passe derrière la création d'un vêtement. Aujourd'hui, j'ai eu un peu la sensation quand j'ai créé Collectif Fringué qu'on oubliait que en fait, les vêtements, ils ne se font pas tout seuls et ce n'est pas des machines ou des robots, mais c'est bel et bien des personnes qui pensent à la construction du vêtement, qui réfléchissent pour que il soit agréable à porter et esthétique à la fois, puis des personnes qui derrière vont les coudre, les assembler, et c'est un véritable travail. Enfin, c'est un travail hyper important qui est minutieux et voilà, donc ça c'est un de nos gros engagements. L'autre, c'est l'écoute de notre communauté. Donc, comme le disait Benjamin tout à l'heure, en fait, on développe tous nos vêtements avec notre communauté via des questionnaires, mais pas seulement. L'idée, ça va être aussi de poser énormément de questions, de faire des sessions d'essayage sur la robe, la combi et l'ensemble qu'on a développé avec l'équipe. On a vraiment fait tester les matières, on a fait essayer un maximum de personnes avec des morphologies différentes pour être sûr de pouvoir vraiment proposer des vêtements qui vont bien fonctionner. Donc ça, je dirais que c'est nos gros engagements. Et la transparence également. En fait, depuis le début, j'explique tout le développement de la marque, que ça soit sur le développement des modèles, sur nos coûts de fabrication, de conception, etc. Et toujours en fait dans cet aspect éducatif et de faire comprendre ce qui se cache vraiment derrière le développement d'une marque. Voilà. Après, il y a d'autres choses, mais on en reparlera. Oui, on va justement tout de suite aller plus en profondeur dans les coulisses, en allant sur vos sites notamment pour montrer ce que vous faites exactement, pour qu'on puisse révéler les produits. Et comme ça, vous pouvez expliquer plus en détail comment vous fonctionnez. Alors, je te propose, Laura, de commencer. Petite question, Natacha. Oui, dis-moi. C'est pas possible de partager en simultané ce live sur Instagram? J'y connais rien. Je sais pas du tout, par contre, ça, je t'avoue. Ouais. Non, mais c'était au cas où. Je n'ai jamais fait encore de live depuis Facebook sur Instagram. J'avoue qu'il faudrait regarder ça. Ouais. Voilà. Du coup, Laura, si tu veux nous présenter plus en détail donc, ton produit, comment ça se passe, les coulisses, la parole est à toi. Allô? Pardon, je m'étais mise en mute. C'est pas grave. Il fallait que ça arrive au moins une fois. Ah oui, sinon c'est pas drôle. Ouais. Donc moi, pour le moment, j'ai une seule collection qui est sortie, qui est composée donc de 3 modèles, la culotte Jeanne, le shorty Marie et le tanga Simone. En fait, moi, un petit peu comme Benjamin et Agathe, je travaille beaucoup aussi avec des questionnaires de développement. Donc, j'avais lancé un questionnaire au début de la création de Léon Lucienne pour savoir quels sont les produits, les sous-vêtements que les personnes avaient envie de porter. Et donc, à partir de ce questionnaire, moi, j'ai sélectionné 3 produits, donc la culotte, le shorty et le tanga, qui étaient les 3 produits les plus demandés. Et après, en fait, j'ai constitué un panel de femmes qui m'a aidé à vraiment designer les produits plus en détail. Donc, c'est-à-dire qu'on a choisi ensemble les dentelles, les associations de dentelles avec le tissu, les élastiques, etc. Donc ça, c'était plutôt l'aspect création sur le papier. Et après, une fois que les prototypes ont été faits, j'ai un autre panel que j'ai constitué, donc un panel de testeuses qui ont testé d'abord. On a développé les tailles S, parce qu'en fait, en général, les prototypes sont créés dans une taille et après, on développe les autres tailles. Donc, j'ai 6 femmes qui ont testé les culottes en taille S.
Et une fois que les prototypes étaient vraiment aboutis, j'ai fait la gradation, c'est-à-dire le développement des autres tailles. Et là, j'ai d'autres personnes qui ont testé. Donc voilà, ça s'est vraiment fait par étapes, on va dire, avec à chaque fois des femmes de la communauté de Léon Lucienne qui m'ont aidée en fait et qui ont donné leur avis sur les produits. Ça Et t'a pris combien après, de les temps, mannequins. cette Pardon? étape? Ça t'a pris combien de temps, cette première étape? Alors en fait, il y a eu le Covid entre-temps, donc ça a été un petit peu compliqué parce que j'ai commencé à développer l'offre sur le papier en début 2020. Et ensuite, après, il y a eu le premier confinement et ça a été une période assez compliquée pour le textile parce que dans un premier temps, les usines et les bureaux qui permettent de faire les prototypes étaient fermés. Et ensuite, une fois qu'ils ont rouvert, en fait, quasiment toute la chaîne de production était dédiée à fabriquer des masques. Donc, ça a été assez long. J'ai reçu les prototypes en juillet-août. Donc, on a développé les prototypes sur le mois de juillet et le mois d'août 2020. Et ça a été finalisé en septembre 2020. Donc, d'habitude, c'est un petit peu plus court quand même, mais bon, voilà, avec le Covid, c'était un peu plus compliqué. D'accord. Et voilà, grosso modo, comment on fonctionne. Donc, moi, je travaille seule sur le projet, mais je suis entourée de plein de femmes, en fait, qui donnent leur avis, qui testent et qui, après, posent pour les photos aussi. Ok, super. Elles sont vraiment engagées, quoi. Voilà, après, c'est pas forcément les mêmes, quoi. C'est-à-dire que je fais des appels sur les réseaux sociaux et les personnes m'aident. Voilà. Et donc, toi, tu fabriques au Portugal, c'est ça? C'est ça. Donc, le Portugal, en fait, a un historique de confection dans la lingerie et le maillot de bain. Ils sont très réputés pour ça. Et en parallèle, ils sont quand même. C'est un pays européen, il y a du droit du travail, il y a des systèmes de contrôle de conditions dans les usines. Donc, c'est un pays qui est bien classé, en fait, au niveau de l'organisme du travail. Il y a très peu de risques de mauvais traitements dans les usines ou de non-respect du droit du travail. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi le Portugal. Mais tous mes fournisseurs sont européens, en fait. Moi, j'avais vraiment envie d'avoir des fournisseurs qui soient proches. Malheureusement, en fait, il y a eu tellement de fermetures ces dernières dizaines d'années en France que c'est compliqué de trouver des partenaires que en France. Donc voilà, mon tissu est fabriqué au Portugal. Les élastiques sont fabriqués en Espagne. La conception est faite en France, mais la fabrication, du coup, est faite au Portugal également. Ok. Merci, Laura. Agathe, je te propose qu'on aille voir ton site et que tu nous expliques justement le fonctionnement plus en détail, notamment sur les questionnaires. Oui, et tu peux peut-être aller sur mon site, tu verras, tu peux cliquer sur précommander et tu peux peut-être aller sur la page de KissKissBankBank, c'est peut-être plus simple. D'accord, alors attends, je vais me connecter. Ouais, Précommande, parce que c'est tu as ça? tout au même endroit. En fait, c'est ça. Voilà. Et puis, Ok, parfait. tu auras plus de visuels. Voilà, comme ça en plus on présente la campagne en cours, c'est ça, hein? Exactement. Voilà. D'ailleurs, plus que 10 jours. Ah voilà, plus que 10 jours. Ok, alors vas-y, dis-nous tout. Alors moi, du coup, quand j'ai lancé la marque, j'avais vraiment à cœur d'impliquer à fond ma communauté. Donc, ce que j'ai fait, c'est qu'au début, j'ai lancé mon compte Instagram, je pense, en juin. Je réfléchissais déjà à l'idée depuis plusieurs mois, mais du coup, il me semble que juin-juillet, j'ai lancé mon compte Instagram pour pouvoir commencer à parler du projet, à prendre encore des retours parce que j'avais à l'époque lancé un questionnaire d'études de marché pour comprendre les critères en fait principaux pour mes futures clientes et clients, parce qu'à l'époque, je ne savais pas que je ferais exclusivement de la femme. Je faisais aussi des interviews avec des personnes de ma communauté pour bien comprendre leurs besoins. Et en fait, j'ai lancé un petit peu des appels pour savoir quelles étaient les pièces qui manquaient dans leur dressing responsable. Du coup, c'est comme ça qu'on en est venu à se dire qu'on allait donc créer un ensemble pyjama, une robe et une combinaison. Donc voilà les prémices de la collaboration. En parallèle de ça, j'avais rencontré du coup les 3 stylistes qui ont développé ces pièces et Cécile, la modéliste. Puis en septembre 2020, on a lancé les premiers questionnaires. Donc en fait, l'idée, c'était de poser des questions sur
qu'est-ce que vous attendez d'une robe, d'une combi ou d'un ensemble de pyjama, et puis ensuite des questions bien plus précises sur le design du vêtement où on avait un choix sur les manches, le type de col, par exemple pour l'ensemble de pyjama, est-ce que c'est mieux un pantalon, un short, etc. Ce qui derrière nous permettait du coup d'obtenir le portrait robot du vêtement pour que par la suite les stylistes redessinent et puis qu'on les mette en volume avec Cécile, notre modéliste. Donc voilà, et puis l'idée c'était, on a travaillé sur le développement modèle, donc entre, ouais c'est ça, entre octobre-novembre jusqu'à février, jusqu'à encore avant de lancer la campagne, hein, on y était, le temps de faire aussi tester les prototypes, de faire des essayages, etc. Comme tu disais tout à l'heure, nous on fait tout produire en France, donc dans un atelier qui s'appelle l'atelier Très Atypique, qui est dirigé par Saouda, qui est à Marseille et qui est un atelier d'insertion, qui est un super atelier où j'ai été accueillie à bras ouverts et c'est hyper chouette. Moi, j'avais vraiment à cœur, pour le coup, de fabriquer en France parce que j'estimais qu'on avait les savoir-faire chez nous sur la typologie de produits que je proposais. Et j'avais vraiment aussi à cœur d'avoir cette partie insertion sociale dans le projet. C'était hyper important pour moi d'avoir à la fois la dimension écologique dans notre façon de produire nos vêtements et la dimension sociale également. Voilà, et puis dans les coulisses, c'est aussi la recherche longue de fournisseurs avec lesquels travailler en upcycling. Parce que comme je le disais tout à l'heure, on ne fait pas produire de matière du tout pour avoir un impact moindre sur l'environnement. Et en fait, les quantités de chute de tissu ou de fin de rouleau dans les ateliers chez des fabricants, c'est dingue. En fait, quand j'ai fait mes visites et mes rendez-vous et que je voyais les quantités de tissus qui avaient présentes sur le marché déjà, je me suis dit, mais en fait, j'ai pas forcément envie de faire reproduire de la matière. Par exemple, cette chemise qu'on a développée, ce tissu, je l'ai acheté à un de mes fournisseurs sur Lyon. Moi, je suis basée à Lyon. Et en fait, lui, il l'avait racheté à un confectionneur de vêtements pour enfants de la région dans les années 80. Et en fait, ce tissu dormait, ouais, c'est un stock depuis les années 80. Et moi, du coup, je trouve ça juste génial de donner une seconde vie à ces tissus. Et voilà. Donc, quoi, il y a plein de choses qui sont présentes, qui sont oubliées quelque part. Exactement. Et là c'est une chemise là que tu portes, hein, du coup. Ouais. Ouais. Ouais, bien. Tu peux nous redonner le nom de l'atelier? J'allais noter, mais j'ai pas entendu. L'atypique? Atypique. Très atypique. Très atypique. Ouais. On sait jamais, tu vois. Benjamin, il collecte les infos au fur et à mesure. Ouais, voilà. En fait, moi, je suis là que pour ça, hein. Maintenant, la parole est à toi, Benjamin. Donc, tu vas nous parler. On va aller sur ton site aussi pour que tu nous montres. Ouais, bon, il va bien, enfin bientôt. On va changer, on va refaire un site un peu mieux dans quelques temps là. Voilà. On va déjà voir celui que tu as. Mais ouais. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Du coup, si tu veux nous parler, ce que tu veux, peut-être nous parler justement des fournisseurs, des usines avec qui tu travailles. Ouais. Tu m'as parlé de ton voyage au Bangladesh, par exemple. Ouais, alors nous, si tu veux aller Dis-moi. dans... Attends, parce que là, je vois pas. Ouais, c'est dans Coton Vert. Il y a une rubrique, juste pour voir la page. Ah non, pardon, dans Vos envies, besoins. Ok. Et en fait, là, tu vois, là, par exemple, si tu vas sur Paris-Site, tu as le sondage qui est en cours pour les nouveaux basiques à venir. Enfin, basiques ou moins basiques, ça va dépendre aussi des retours des gens. Et en fait, à chaque fois, on fait comme ça. On récolte les votes ou les avis des gens sur soit des articles qu'on propose ou des propositions des gens. On en propose aussi, parce que sinon, c'est galère pour recueillir les votes, etc. Et du coup, tu n'as pas d'image qui s'affiche là. Comment? Il n'y a pas les images qui s'affichent pour Ah ouais, là, tu vois, techniquement, c'est un truc qu'il faudra qu'on revoie. Voilà, bon, c'est pas grave, on va regarder. En tout cas, bon, c'était pour dire que ça commence de là. Ouais. Et ensuite, dès qu'on
dès qu'on voit qu'il y a vraiment un vêtement ou un accessoire qui ressort vraiment du lot au niveau des votes et tout, on va refaire un autre formulaire, mais dédié sur ce vêtement. Donc, un peu comme disait Agathe, qu'est-ce que vous préférez, je sais pas, comme coloris, comme matière, etc., etc. Donc là, c'est ce qu'on peut voir en dessous. Et après, nous, pour la fabrication, au tout début, moi, j'ai déjà dans on va dire dans les freins et les envies des gens là, quand on avait le fameux groupe, il y avait le fait que souvent les prix étaient un peu élevés pour les gens. Et du coup, moi, depuis le début, j'avais aussi l'envie de faire des prix plus ou moins accessibles à monsieur tout le monde, on va dire. Et pas que ce soit réservé à, on va dire, à une certaine élite. Et du coup, mais en même temps, faire quand même comprendre aux gens que c'est normal de payer plus cher pour un vêtement plus éthique. Mais bon, on voulait essayer de trouver un juste milieu là-dedans. Et c'est pour ça que on a commencé nos recherches au Bangladesh. Mais après, on s'est demandé est-ce que ça existe là-bas des usines qui travaillent correctement, on va dire? Parce que moi, j'avais vu, comme on en a parlé, les documentaires et reportages sur le sujet, et c'était pas joli, joli. Et en fait, moi, je me suis fait aider de, comme tu disais tout à l'heure, Laura, en coulisses. Moi, il y avait un monsieur, Éric Ducoing, en fait, qui m'aide pour le sourcing, donc des usines. Et lui, donc, il travaillait à l'époque chez Biocoton. Et en fait, c'est ce gars-là qui m'a dit, telle usine est certifiée GOTS, voilà comment ils travaillent, machin. Enfin, heureusement, j'ai eu, on va dire, cet intermédiaire-là pour me mettre en lien avec les usines. D'ailleurs, Laura, Eric, enfin, peut-être qu'il peut parce qu'il connaît aussi des usines en France, enfin, un peu partout, quoi. Il est spécialisé dans le sourcing, si ça t'intéresse. Bah ouais, je veux bien le contact. Et ouais, je te l'enverrai. Et du coup, on a commencé à travailler avec une usine au Bangladesh, à Ghazipur, qui est du coup certifiée GOTS, etc. Et, en fait, on a été confronté à certaines difficultés, par exemple les minimums de commandes et tout dont on parlait tout à l'heure. Au final, on a fini par pouvoir produire en plus ou moins petite quantité. Et du coup, nous, à chaque fois, sauf que ça, c'était au début pour les t-shirts. Après, cette usine-là ne pouvait pas nous proposer nos suites, vestes, etc. Du coup, là, on est allé chercher chez d'autres partenaires, sachant que cette usine-là, je ne le dis pas, mais c'est un peu fouillis là, mais je l'ai visité en 2019. Enfin, je suis allé au Bangladesh et j'ai visité l'usine, etc., etc. Mais ça suffisait pas parce qu'on avait besoin d'autres vêtements que cette usine ne pouvait pas nous fournir. Et donc là, on s'est orienté vers des partenaires. Par exemple, Stanley Stella, qui est assez connu dans le secteur. C'est une entreprise belge, mais qui est bien certifiée au niveau environnemental, social, etc. Et là, on a découvert également Neutral plus récemment, qu'on a découvert notamment par rapport au bonnet, parce que là, Stanley Stella n'était pas du tout spécialisé là-dedans. Du coup, nous, on va soit faire vers ces partenaires-là, soit là, on commence à avoir des projets un peu comme vous de sur-mesure. Mais on se rend compte que bien souvent, il y a ces limites de quantité. Néanmoins, on a a priori 2 projets en cours. On peut dire, je peux en dire un, c'est les chaussettes. Et là, ça devrait être une production en France. Donc, c'est pour dire qu'on n'est pas, fermé à l'idée de produire en France ou ailleurs en Europe, mais on va aussi par rapport au savoir-faire, comme tu disais tout à l'heure, Agathe, et aussi quand même avec la volonté de se dire, OK, à quel prix on va pouvoir vendre ce vêtement et est-ce que ça ne va pas être trop élevé pour la personne lambda qui nous suit. Donc, on essaie de trouver ces arbitrages entre prix, etc., sachant que
parfois, on nous parle de bah oui, l'aspect écologique. Du coup, c'est vrai que quand on produit au Bangladesh, forcément, c'est loin d'ici, mais en même temps, la matière, qui est le coton bio, là, en l'occurrence, vient d'Inde. Du coup, de toute façon, même si on produit en France demain, la matière viendra de là-bas, à part si on switch sur du lin. Et du coup, finalement, l'empreinte carbone, elle est pas beaucoup plus élevée, en fait, en travaillant avec le Bangladesh qu'en travaillant en France, si la matière vient de loin également, quoi. Du coup, enfin, nous, on considère que si on produit en France, ce sera encore plus intéressant, en tout cas au niveau écologique, de travailler plutôt avec du lin ou du chanvre, enfin une matière plutôt locale, quoi. Mais, euh, mais voilà, donc du coup, bah voilà, comme je te disais, on arbitre entre prix, bah, bien évidemment la qualité quand même, parce que nous, ce qu'on met en avant, c'est aussi la durabilité de nos vêtements. Et bah, écologie et bien sûr bah, les conditions sociales. Donc là, tu l'as dit tout à l'heure, absolument que l'usine soit certifiée GOTS, donc qui va assurer le respect des conventions de l'OIT. Donc on l'a pas dit tout à l'heure, mais c'est bah, pas de travail d'enfant, pas de travail forcé, des conditions décentes, ça veut dire des salaires supérieurs à la moyenne, mais aussi en fait ça paraît bête parce qu'on parle pas souvent de ça en premier, mais des usines bah, clean en fait, il y a quelques années au Rana Plaza là, avec du matériel qui va pas abîmer la santé des gens, etc., etc. Et donc ça, ce qui est cool, c'est qu'on a quand même ce label pour vérifier tout ça. Et après, moi, j'ai fait un voyage au Bangladesh et j'espère bien visiter les usines que j'ai pas encore visitées. Mais bon, en ce moment, c'est un peu, c'est un peu en stand-by du coup. C'est ça. Et par ailleurs, c'est quand même pas donné pour faire le trajet. Mais voilà, en gros, ça, c'était plus pour la Ok. partie production. Juste pour finir, Oui, vas-y. quand même, ils seraient déçus que je les cite pas, mais on fait quand même la partie finition à Saint-Étienne. Les finitions, c'est tout ce qui va être les broderies. Tu vois, là, je sais pas si on voit, mais j'en ai une. Les coutures des étiquettes intérieures. Donc tout ça, c'est dans notre atelier, qui est aussi notre atelier de logistique à Saint-Étienne. Mhm. Donc eux, en fait, ils gèrent notre logistique, ils font nos finitions et ils font aussi les envois à nos clients. Donc ce qui est cool, c'est que bah, ça centralise un peu toute la partie finition. Et du coup, à notre échelle, on diminue un peu notre empreinte carbone là-dessus parce qu'avant, moi, j'allais chez la couturière, après j'allais chez la brodeuse, après je rentrais chez moi, je faisais les envois. Enfin, du coup, il y avait plus de transport, quoi. Bon, déjà, c'était chiant parce que c'était un peu fatigant et tout, mais aussi, niveau empreinte carbone, il y avait plus de transport et tout. Bah, Laura m'a amené chez la couturière 2 ou 3 fois, donc ça, tu sais bien, mais c'était un peu le parcours du combattant pour livrer en fait une commande, alors que maintenant, c'est quand même beaucoup plus simple et du coup un peu plus écologique parce qu'on centralise tout ça au même endroit, quoi. Ok. Voilà, j'arrête, j'ai été un peu long. Merci Benjamin. Et juste par rapport à Stanley Stella, on avait eu le responsable Ouais, RSE de Stanley Stella justement. c'est Jean, hein, je crois. Ouais. Alors attends, Jean Chabert, je crois, de mémoire. non, c'était pas, il s'appelle pas Jean, c'était une autre personne. Ah, Oui, bah Jean, je crois que c'est le dirigeant enfin, principal, oui, quoi. bah, ça doit être le fondateur, voilà. Mais là, vraiment Ouais. la personne qui était en D'accord. charge Ouais, de la RSE et qui nous a parlé des conditions de travail, qu'ils avaient ouais, créé des grocery shops dans les usines justement ouais, pour que les salariés puissent accéder de manière accessible ouais. à la Et nourriture. eux, ils sont aussi, je le dis pour les potentiels clients, ils sont aussi membres de la Fairware Foundation. Et du coup, il y a sur le site de la Fairware Foundation, il y a tout un PDF, je ne sais pas si tu l'as checké, où tu peux retrouver en fait leur score Mhm. environnemental et écologique basé sur un gros nombre de critères. Tu vois, je sais pas, écologie, je sais pas quoi, 4 sur 5. Et au final, ils arrivent à une note sur 100 qui est D'accord. aux dernières nouvelles, je crois, à 82, quelque chose comme ça. Donc c'est plutôt très bonne note. D'accord. Mais tu peux voir aussi si les engagements de ces marques sont respectés via cette fondation et son système de score, en fait. Enfin voilà, pour info. Ouais, non, c'est intéressant pour avoir plus de traçabilité, de transparence. Ouais. Ok, merci Benjamin.
Et alors, on va parler des défis, parce que c'est un peu le thème du jour, en fait. Donc, on va aller plus en profondeur dans Mmh. cette partie-là. Alors, c'est quoi vos défis que vous rencontrez au quotidien en tant qu'entrepreneur de mode engagé? Agathe, tu veux commencer? Oui. Euh, je dirais, on en parlait avec Laura tout à l'heure très rapidement, ça va être les quantités. En Mm. fait, en tant que jeune Mmh. entrepreneur, que ça soit pour des commandes de mercerie ou pour des commandes à l'atelier, on va souvent avoir des minimums de quantités qui sont souvent assez élevés. Par exemple, moi, là, je suis confrontée à ce problème. Je suis en pleine campagne de crowdfunding. Je suis en train de vendre une robe sur laquelle il y a une fermeture éclair sur le côté. Et en fait, pour l'instant, j'en ai vendu une petite quinzaine. Et en fait, je voulais absolument la fermeture en polyester recyclé d'un fournisseur vraiment précis parce que il faisait produire en Europe, etc. Enfin vraiment. Et en fait, je n'atteins absolument pas leur minimum de commandes et du coup, je ne peux pas passer par eux. Donc, je suis obligée de trouver une autre solution. Donc ça, pour moi, ça c'est un des très très gros, un très très gros défi. Il y a Est-ce le que fait d'être là-dessus, pardon, est-ce que tu pourrais grouper ta commande peut-être avec Je d'autres marques? recherche. Ouais, je recherche, j'ai mis des mots un peu partout. J'ai pas Mmh. trouvé encore mon compatriote de commande chez Eclair Prime, mais Mmh. je baisse pas les bras. Faire de la Si mutualisation. vous nous entendez, Voilà, si vous nous entendez, marketing. envoyez-moi un petit mail, Mmh. agathe@collectifrelief.fr. Mmh. Après, je dirais aussi que le fait, du coup, tous les 3, on entreprend seul en plus, donc le fait d'être seul, de ne pas avoir d'associés forcément, du coup, on est au four et au moulin constamment. Mmh. Entre la communication, la comptabilité, le sourcing, Mmh. etc. Et c'est pas forcément facile à gérer tous les jours. On est vraiment obligé, comme tu disais Laura tout à l'heure, d'aller petit à petit. Et donc du coup, ça prend beaucoup de temps. Et surtout, je pense que, enfin, je parle que pour moi, mais je pense que vous, c'est un peu pareil. On a vraiment envie, avec nos marques, avec nos projets, d'aller là, mais on est obligé de faire des concessions au départ là, et puis de monter comme ça, et ça peut avoir ce côté parfois un peu frustrant, entre guillemets. Une des grandes contraintes que j'ai aussi, qui complexifie, on va dire, tout le développement du vêtement, c'est l'upcycling. Moi, je trouve que c'est juste génial parce que j'avais pas envie de faire reproduire de matière, que ça nous donne des pièces qui sont en édition limitée, parce que forcément, quand je récupère un métrage de tissu, j'ai entre 5 et 100 mètres, voire un peu plus si j'ai de la chance. En revanche, ça demande à repenser un petit peu différemment la façon de construire un vêtement. Nous, on avait fonctionné avec les stylistes et avec la modéliste on a ces matières-là, on sait qu'on va en faire du coup un pyjama ou une robe. Donc, comment on fait pour que les matières fonctionnent? On a pris un peu de problème à l'inverse, mais du coup, ça demande forcément plus de temps et plus de réflexion. Et puis, c'est un sourcing aussi qui est constant. Donc, c'est beaucoup de temps à démarcher des fabricants, des fournisseurs, etc. Et bon, je pense que j'ai un peu fait le tour, parce que j'ai pas envie que vous pensiez que je suis déprimée. Alors Mais non. Non, mais c'est bien, je pense, de parler des défis parce que c'est pas simple de monter une marque de mode. Donc, non, pas du tout, hein, ça c'est clair. de ce qui se passe derrière, c'est pas juste regardez la jolie marque. Non, non, c'est. Non, c'est ça. On en parlait tout à l'heure sur les réseaux sociaux. De beaux visuels et un joli compte Instagram que les personnes aiment regarder, c'est des heures et des heures de travail. C'est vraiment pas évident. Merci en tout cas, Agathe, d'avoir partagé ce que tu vis. Et toi, Laura, tu peux nous en parler aussi? Je pense que ça se rejoint pas mal avec Agathe, notamment sur le côté upcycling, parce que donc moi, je travaille avec des dentelles upcyclées. Et du coup, effectivement, le processus de création, il est un peu inverse par rapport à ce qui se fait d'habitude. C'est-à-dire que d'habitude, tu as ton idée dans ta tête, tu dessines la culotte de tes rêves et après, tu vas chercher les matières et tu les fais fabriquer. En fait, moi, c'est l'inverse. Je vais d'abord aller essayer de trouver des matières. Je vais chercher, parce que il y a des quantités limitées, donc il faut quand même avoir une certaine quantité pour que je puisse fabriquer cette culotte. Donc voilà, une fois que j'ai trouvé les échantillons qui correspondent à ce que je recherche,
en termes de quantité et en termes de technicité, parce qu'il faut que ce soit adapté à la lingerie. Ben là, il faut que je pense mon modèle en fonction de ce que j'ai. Et en plus, comme je travaille avec du coton bio, au niveau des coloris, en fait, c'est pas forcément des couleurs qui sont très vives. Parce que les encres qui sont utilisées pour que tu aies un coton qui soit certifié bio, elles sont pas, c'est pas les encres classiques, donc ça fait des couleurs moins vives. Et du coup, c'est parfois un peu compliqué d'associer une dentelle upcyclée qui est traditionnelle avec un coton bio qui du coup est en couleur très limitée, quoi. Donc ça, c'est vraiment principalement le plus gros défi pour moi au niveau technique. Après, il y a des défis un petit peu plus économiques, on va dire. C'est-à-dire garder des prix abordables, sachant que tu fabriques en petite quantité. C'est compliqué parce que en fait, le développement d'un produit, ça coûte hyper cher. C'est normal parce que c'est beaucoup de travail, donc il faut que tu fasses les prototypes, il faut que tu les fasses plusieurs fois parce que c'est rarement bon du premier coup. Et donc, du coup, ça prend du temps et forcément, c'est assez onéreux. Et en fait, les marques traditionnelles, elles vont fabriquer une culotte à 10 000, 20 000, peut-être 100 000 exemplaires. Moi, si je les fabrique à 300 ou 400 exemplaires, je suis déjà contente. Du coup, ce prix de développement, qui est un prix incompressible, il a un impact très important dans mon prix, en fait. Sachant que en tant que marque engagée, je veux quand même rémunérer toute la chaîne de production de façon digne. Et qu'en plus, je travaille avec des matières qui sont certifiées, tout ça a un coût qui est plus élevé que les coûts traditionnels. Donc, c'est vraiment un défi, en fait, de garder un prix qui soit abordable. Alors, ça reste quand même plus cher que ce que tu trouves dans le traditionnel. Mais du coup, il y a aussi la difficulté d'expliquer aux gens pourquoi mes culottes coûtent 35 €. Alors, je suis transparente là-dessus et les prix ils sont expliqués. Mais voilà, c'est vrai qu'intuitivement, ça peut paraître cher en fait, quand tu veux acheter de la mode engagée. Et c'est vrai que c'est un retour, je ne sais pas si Agathe et Benjamin, vous avez le même retour, mais moi j'ai souvent ce retour-là des gens, c'est que c'est super bien, c'est vachement écologique ce que vous faites et tout, mais c'est trop cher en fait. Et moi pour l'instant je me rémunère pas. Il y a un jour où je vais avoir besoin de me rémunérer. Et donc c'est compliqué de gérer avec ces coûts qui sont importants et ces quantités qui sont faibles. Et du coup, essayer de réussir à en vivre, c'est compliqué. Ok, bon, on va en parler après justement de cette partie-là. Je trouve que c'est intéressant au niveau du modèle économique justement. Et avant ça, je te propose, Benjamin, de nous parler aussi de tes défis. Est-ce que c'est les mêmes qu'Agathe et Laura ou tu en as d'autres? Si tu m'avais posé la question il y a 4 mois, je pense que je t'aurais répondu comme Agathe, notamment sur le fait de tout gérer, parce que ouais, tu fais tout quoi dans ton projet. Tu es un peu l'homme à tout faire du coup dans mon cas. Et en fait, il y a 4-5 mois, c'était encore moi qui par exemple, envoyait les colis, qui gérait le stock, parce que le stock était chez moi. Je sais pas si vous avez maintenant un entrepôt ou quelque chose, mais C'est chez moi aussi, ouais. et nous, comme on a pas mal de références et pas mal de tailles et tout, parce que c'est aussi une volonté que ça convienne à un maximum de gabarits et tout, ça faisait énormément de cartons, quoi. Et donc, ouais, si tu m'avais demandé il y a 4 mois, ça aurait été la capacité de tout gérer. Et moi, franchement, avant Noël, là, je commençais à avoir du mal à le supporter. Et en fait, là, ça va mieux parce qu'en fait, j'ai réussi à déléguer une grosse partie de tout ça, notamment à l'atelier de Saint-Étienne, là, dont je vous parlais. Et donc maintenant, c'est eux qui gèrent mon stock et qui font mes envois et aussi qui répondent à certains mails SAV, genre concernant les échanges et tout ça. En fait, ça paraît peu, mais moi, ça m'enlève beaucoup, beaucoup de travail. Donc, ça me permet d'avancer sur d'autres trucs. Et aussi, je ne vis plus dans mes cartons, dans mes vêtements. Donc, j'arrive plus facilement Ça à doit faire aider la avec la charge mentale. Ouais, c'est ça, à faire la distinction entre vie privée et vie perso, quoi. Alors qu'avant, quand Laura m'avait aidé là pour aller chez la couturière et tout, là, à cette époque-là, je faisais pas la distinction. Limite, je dormais dans les cartons. Donc, c'était pas très sain, quoi.
Et ça, je suis vraiment content de m'en être sorti, entre guillemets. On a l'impression d'être un truc des alcooliques anonymes, mais non, mais d'avoir aussi fait le pas de déléguer, parce que parfois aussi on n'ose pas, parce que c'est notre stock, c'est notre bébé, etc. Et donc, faut faire confiance aussi, il faut accepter de faire confiance à des prestataires qui, a priori, sont spécialistes là-dedans. Et aussi, au début, pourquoi je ne le faisais pas? Je pense que c'est aussi comme vous, c'est que je n'avais pas les moyens. En fait, si on ne délègue pas, c'est souvent qu'on n'a pas le budget pour déléguer. Et bon, moi, mon projet, il est un peu plus ancien. Donc, du coup, depuis, on a accumulé pas mal de clients, etc. Enfin, voilà, je me plains pas, ça marche bien. Et du coup, grâce à ça, j'ai eu les finances pour déléguer cette partie. J'ai le budget pour parfois payer Hélène qui nous fait des super articles de blog. Enfin, j'ai un peu d'argent pour payer des gens pour faire ce que je faisais avant tout seul, en fait. Et du coup, ça, c'est plus trop un problème. Par contre, et maintenant, donc il y a aussi Diana qui est avec moi en apprentissage, qui m'aide aussi sur ce projet. Et là, récemment, j'ai recruté aussi Caroline en stage de 5-6 mois. Et du coup, le problème, il a un peu changé. C'est que maintenant, c'est pas tout faire moi-même, mais ça va être de déléguer ce que je faisais avant à tous ces gens-là et à arriver à faire en sorte que ça se passe pas trop mal et que, en fait, maintenant, j'ai un peu plus, même si je fais encore beaucoup de création, c'est moi qui gère les réseaux et tout, mais j'ai un peu plus ce rôle de gestionnaire et de patron, du coup. Et ça, c'est nouveau pour moi. Et du coup, il faut arriver à se faire comprendre, etc. Mais ça va, ça se passe pas trop mal, je crois. Et en difficulté. On va leur faire un audit. Hein. Ouais, on va téléphoner à Diana tout à l'heure. Ouais, voir si elles sont pas trop malheureuses non plus. Et après, en difficulté, en fait, là encore, ça va mieux aujourd'hui, mais au début du projet, c'est surtout, en fait, il faut le faire connaître, notre projet. Donc, comme l'a dit, je crois, Laura, le but, c'est quand même d'en faire son métier. Donc, j'aime pas trop cette expression, mais de gagner sa vie avec le projet. Et du coup, c'est la difficulté quand même de devoir faire des ventes quotidiennes et à un volume suffisant pour nous permettre d'en vivre, quoi. Donc, moi, aujourd'hui, c'est le cas, mais c'est normal, ça a mis un peu de temps au début. Et c'est vrai qu'au début, tu gagnes pas grand-chose, tu dois limite aller chercher les clients. Enfin, Ah oui. et ça peut avoir un côté frustrant et un côté un peu déceptif. Mais moi, j'ai la chance d'être arrivé à un moment du projet où ça y est, en fait, le projet est assez connu. En tout cas dans le secteur des basiques, etc., est assez bien référencé. C'est-à-dire qu'on arrive maintenant en première page, si tu tapes vêtements bio ou mode éthique, etc., on est plutôt bon là-dessus, alors qu'au début, on était dans les fins fonds des recherches. Donc tout ça, c'est un cercle vertueux qui fait que ça y est, on a moins besoin de faire d'efforts pour avoir des commandes plus ou moins automatiques. Bon, ça ne veut pas dire qu'on se tourne les pouces, mais je dirais qu'il y a moins de pression. Par contre, ce que vivent Laura et Agathe, moi, je l'ai vécu au début et oui, là, tu es à fond pour trouver des clients et tout, et c'est compliqué. Après, j'ai aussi le problème parfois des quantités. Et aussi, pour terminer là-dessus, c'est aussi le truc de vendre pour gagner nos vies, mais sans non plus inciter à l'achat. Donc quand même de vendre, mais de façon raisonnée. Et du coup, c'est un peu paradoxal en fait dans nos projets. C'est que pour en vivre, on doit vendre et en même temps, nous, on incite nos clients et abonnés à faire attention à ce qu'ils achètent, etc., etc. C'est essayer de trouver ce juste milieu entre pas trop inciter à l'achat, mais quand même, mine de rien, gagner sa vie. Et voilà. Après, nous, et on en parlera peut-être tout à l'heure, on fait aussi beaucoup d'information et de sensibilisation. Donc, j'aime bien dire que Coton Vert, il y a la partie vente, c'est clair, mais nous, notamment via notre blog, nos réseaux et tout, on est aussi là pour sensibiliser, etc. Et aujourd'hui, comme on n'a pas trop de mal à vendre,
on a plus de temps aussi pour sensibiliser, pour écrire des articles utiles aux gens. Du coup, ça commence à être encore plus intéressant pour moi parce que je peux davantage faire ce que j'aime et en rapport avec mes valeurs sans mettre des acheter maintenant à tout bout de champ comme le font certaines marques que je ne citerai pas. Mais enfin bref, voilà, du coup, si j'ai un conseil à donner, c'est qu'à un moment, je pense qu'on peut plus tout faire nous-mêmes et essayer de déléguer tout en gardant l'essence de nos projets, quoi. Ce qui n'est pas facile. Et encore une fois, comme on a peu de moyens, le faire petit à petit. Peut-être voir vos priorités. Enfin bref. Voilà. Bon, merci. C'est bien d'avoir vous êtes à des étapes différentes, donc c'est intéressant Ouais. de voir le processus. Il faut persévérer, en fait, c'est tout, dans l'entrepreneuriat. Et sans arrêt, quand même se remettre en question. Voilà, si ça ne marche pas un jour, c'est peut-être que soit notre offre ne convient pas, soit c'est notre projet, soit aussi ne pas se dire c'est les conditions, ah oui, non, il ne faut pas Corona, etc. Mais toujours nous essayer de voir ce qui cloche et aller de l'avant, etc. quoi. Exact. Alors, avant qu'on arrive sur la partie justement au niveau du modèle économique, j'avais juste 2 petites questions pour vous. Donc, notamment Laura et Agathe, vous utilisez l'upcycling, vous en avez parlé avant, donc c'était un de vos défis. Et donc, vu que c'est quelque chose de pas évident, qu'est-ce qui vous a poussé à choisir cette option, sachant ce que ça pouvait impliquer comme défi justement et comme complication dans votre développement? Est-ce que Agathe, tu veux commencer? Ouais, carrément. Comme je le disais tout à l'heure, pour moi, c'était comme la matière est là et qu'elle est en nombre assez impressionnant, j'avais vraiment envie de ne pas refaire produire de matière parce que j'avais absolument envie de partir de l'existant. C'est ce que j'essaye de faire dans la marque. Enfin, typiquement sur la chemise, les boutons, c'est pareil, c'est chiné au bric-à-brac. D'ailleurs, Benjamin, c'est à Lyon. Ah ouais, je le connais, ouais, j'y suis allée. Que je te recommande absolument. C'est quoi que tu as acheté là-bas? C'est le tissu? Non, les boutons. Ah, les boutons, ouais. Enfin, voilà, pour moi, c'était hyper important de faire avec ce qu'on avait déjà et de donner une seconde vie à des choses qui avaient vocation à être jetées ou oubliées ou inutilisées. Et la deuxième chose aussi, c'est que du coup, ça donne des pièces qui sont en édition limitée. Et c'est assez chouette. Et ce que je disais tout à l'heure sur le processus un peu inversé de création, où tu pars de ton tissu et tu vas ensuite réfléchir à ton vêtement, même si c'est une contrainte parce que ça complexifie le développement, c'est quand même hyper amusant et assez chouette de faire dans ce sens-là. Et je pense que Laura est Tu assez... dois être vachement créative, du coup, c'est comme un challenge, du coup. Exactement, ouais. Et du coup, pour toi, Laura, qu'est-ce qui t'a poussé à utiliser l'upcycling? Alors moi, comme je l'ai dit au départ, un des piliers du projet, c'était de proposer des culottes avec la dentelle, parce que c'est vraiment ce que je cherchais et ce que je ne trouvais pas. Et en fait, en faisant mes recherches et en rencontrant les fournisseurs de lingerie, je me suis rendu compte que la dentelle éco-responsable, en matière naturelle, c'est quasi inexistant. Donc la dentelle en coton, c'est très rare et en fait, c'est assez cher. C'est plutôt réservé pour les robes de mariée ou ce genre de produits de luxe, du coup. Et du coup, j'ai fait pas mal de recherches sur les matières. Et en fait, il y a des dentelles qui existent qui sont recyclées. C'est-à-dire qu'en fait, tu prends des chutes de tissu ou des vieux rouleaux, etc., que tu broies et que tu traites chimiquement et que tu retisses ensuite. Et en fait, ça veut dire que tu prends quelque chose qui existe, tu le transformes et en fait, c'est très consommateur en énergie. Et en fait, si c'est pas bien fait, ça peut être très polluant parce que ça peut rejeter énormément de microplastiques en fait. Donc, si tu prends des matières qui sont recyclées, il faut vraiment faire attention à la façon dont c'est fait, au procédé, voir si l'énergie utilisée est verte, etc. C'est assez compliqué parce qu'il n'y a pas encore exactement de label là-dessus. Et du coup, en fait, en faisant mes recherches, j'ai découvert ce fournisseur de dentelles. Et lui, en fait, il fournit principalement en dentelles qui viennent de lingerie déjà. Donc, c'est des fins de stock de grandes maisons de lingerie. C'est pareil, c'est des choses qui dorment dans des hangars depuis longtemps, qui n'ont jamais été utilisées. Et
En fait, je me disais, je vois pas vraiment la plus-value que ça pourrait avoir de prendre de l'art recyclé parce qu'il y a déjà quelque chose qui existe et qui est en bon état et qui est neuf, en fait, mais qui n'a jamais été utilisé. Donc, en fait, le seul impact écologique que cette dentelle a, c'est le transport entre le stockage et l'atelier de confection. Donc, pour moi, en fait, il n'y avait pas photo, quoi. C'était vraiment... Enfin, pour moi, c'était important d'avoir un impact réduit et du coup, la dentelle upcyclée tombait sous le sens. Et c'est vrai, je te rejoins, Agathe, c'est clair que c'est plus compliqué, mais en fait, je trouve ça vraiment cool. Enfin, voilà, j'aime bien bricoler et tout, donc utiliser des choses existantes et les transformer en quelque chose de mieux, c'est déjà quelque chose que je fais dans ma vie courante, voilà, avec des meubles, enfin d'autres choses que je retape. Et du coup, faire ça aussi avec mon entreprise, moi, je trouve ça super cool. Je trouve ça très gratifiant aussi. Ok, merci les filles pour ce partage. Et toi, bon, Benjamin, tu n'utilises pas du upcycling, du moins pas pour l'instant. Non, mais je suis curieux. Voilà. En tout cas, je suis assez admiratif des projets des filles, là. Mais toi, du coup, tu as un autre aspect qui est important dans ta marque, c'est la dimension solidaire. Alors, qu'est-ce qui t'a poussé justement à apporter cette dimension? Donc, j'imagine que c'est le fait que tu reverses 1 euro sur chaque produit acheté, c'est ça, à l'ONG? Ouais, alors, faut peut-être rappeler ce qu'on fait concrètement. En gros, nous, on soutient donc une association, c'est l'association Partenaire, c'est le nom de l'asso, Partenaire. Et en fait, c'est une asso française qui vient en aide aux enfants des rues à Dakar, parce que là-bas, c'est un gros fléau. Du coup, je l'ai vu, donc je peux maintenant dire que voilà, j'ai vu tout ça et tout, donc je connais un peu le sujet. Euh, et, euh, et en fait, nous, on soutient un foyer donc, qui aide donc, ces enfants des rues. Donc, c'est un foyer qui est situé à Dakar, qui accueille à peu près 400 enfants, dont une centaine d'internes et des externes. Donc dans ce foyer, il y a une école avec des cours je sais pas, de bangladais, d'anglais, de musique, etc. Et en gros, enfin pour résumer, ouais, le foyer, il permet en fait de récupérer des enfants généralement de 5-6 ans de la rue à finalement les insérer dans la société. Et le but, c'est que quand ils quittent le foyer, donc souvent à l'âge de 18 ans, c'est qu'ils qu'ils aient soit trouvé un boulot, soit qu'ils fassent des études, par exemple à l'université de la ville. Et nous, en gros, on reverse 1 euro donc, sur chaque vêtement vendu à cet asso, donc que ce soit un vêtement moins cher, je sais pas, un bonnet ou une veste ou autre, c'est toujours 1 euro. Comme ça, c'est plus facile pour compter. Et du coup, depuis le début, même si j'ai un peu de retard, il faudra que je refasse un nouveau chèque actualisé, parce que je ne le fais pas 1 euro par 1 euro, ça serait un peu compliqué. J'essaye de le faire chaque trimestre. Et là, on est à plus de 3500 euros, je crois, reversés, à vérifier. Et du coup, avec cet argent, ça paie forcément les frais de gestion, on va dire, du foyer, la bouffe, etc. Ça peut servir aussi au matériel. Par exemple, on a acheté des tables de ping-pong parce qu'ils avaient des tables toutes pourries là, il y a encore quelques temps. Et en fait, moi, je suis allé là-bas découvrir ce foyer. Je m'aperçois que je ne réponds pas du tout à la question initiale qui était plutôt pourquoi. C'est beau, c'est un beau projet d'aider les enfants. Pourquoi ça me paraissait très logique de le faire. Et en fait, si, quand même, si je peux répondre, en fait, on fait la production au Bangladesh. Du coup, ça me paraissait logique, en fait, de redonner au pays ce qu'il nous apporte et pas seulement de prendre sans donner en retour. Là, on fait la prod, ils nous aident bien et tout. C'est le truc de leur rendre aussi l'appareil et pas de partir. Merci, vous nous avez bien aidés. Donc, c'est plutôt de faire un genre de cercle vertueux et de redonner au pays ce qu'il nous apporte. Mais ça me paraissait logique de soutenir une asso qui agit au Bangladesh, du coup.
Et du coup, je me suis vite orienté sur Partenaire parce que j'ai vu une de leurs vidéos là, YouTube et qui m'a assez ému sur leurs actions et tout. Et en fait, bref, depuis, ils m'ont invité à découvrir le foyer. Donc ça, c'était en 2019. C'est au même moment où j'ai visité aussi l'usine Biocoton, là. Euh, à l'époque, on pouvait voyager, donc c'était cool. Et du coup, je suis resté 3 semaines en immersion, entre guillemets, là-bas dans le foyer, en fait, avec les enfants, tout le staff. Donc c'est quand même un grand foyer. Il y a une vingtaine d'éducateurs, de profs, etc., etc. Et donc, j'étais avec les enfants et tout. Et c'était incroyable. Tout ça, c'est à découvrir ou redécouvrir sur le site Coton Vert, rubrique projet solidaire. Si vous voulez voir, j'ai quelques photos, vidéos de mon voyage là-bas. Et du coup, ouais, aujourd'hui, on est content de continuer ce projet-là. C'est le sentiment de se dire qu'on travaille pour, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour quand même avoir un salaire, enfin pour vivre voilà, de notre passion, entre guillemets, quelque chose qui nous anime, mais aussi pas que. C'est aussi de se dire qu'il y a aussi un sens encore plus développé derrière et qu'on on aide aussi une asso via notre projet. Et parfois, ça motive dans les moments où on en a un peu marre, parce que ça peut arriver. On se dit, attends, là, je peux pas baisser les bras parce que les ventes que je fais, elles sont pour moi, mais aussi pour l'asso. Donc, voilà, je peux pas m'arrêter. Et c'est aussi quelque chose qui me motive pas mal au quotidien. Et ils nous le rendent bien en plus parce que les enfants là-bas se font adorables. C'était vraiment une ambiance particulière, quoi. Mais bon, j'en ai déjà parlé pas mal de fois. Et voilà, j'en ai pas mal parlé. Je te laisse poursuivre. C'est beau, c'est un beau projet en tout cas que vous avez mis en place. Donc, on encourage Ouais. vivement à le continuer. C'est super. On n'a pas prévu d'arrêter. Voilà. Il y en aura peut-être d'autres même après. Du coup, alors il y a pas mal d'entreprises qui sont membres, par exemple, de One for the Planet, etc. Nous, on préfère quand même garder seulement, entre guillemets, seulement cet assaut-là. Oui. Mais par contre, de façon pérenne, plutôt qu'il y a certaines entreprises, et c'est cool aussi, mais c'est un autre type de boîte, c'est qu'elles soutiennent plusieurs assos. Donc, un mois, elles vont soutenir tel asso, un autre mois, une autre, mais nous, on préfère se concentrer sur celle-ci, et depuis 3 ans que ça dure, et continuer comme ça jusqu'à la fin du projet. Voilà, créer un lien Ouais, voilà, sur la durée aussi. Ouais. Ok. Et j'espère y retourner dans quelques années, là, quand ça sera possible. Peut-être l'année prochaine. Dans quelques années, j'espère avant. J'espère qu'il ne faudra pas attendre. Je ne suis pas très optimiste sur le. C'est ça. Non, mais si, Soyez ça va le faire. optimiste. On est là pour être optimiste. Mais si, ça va le faire, ça. On va pouvoir sortir et Voilà. voyager. Alors, on arrive à la fin du talk show. Je voulais juste vous poser une dernière question qui me semble assez importante. On en a parlé déjà plus ou moins avant. Ça concerne le modèle économique et j'ai envie de dire une ouverture sur ça. C'est comment finalement réussir à avoir une entreprise rentable. Donc, Benjamin, tu as dit que tu as commencé, ça y est, à générer de l'argent et tout ça pour en vivre et tout. Mais comment arriver justement à créer une entreprise rentable, donc tout en limitant la surconsommation, donc en évitant la surproduction et en fidélisant nos clients sans les pousser justement à consommer s'ils n'en ont pas besoin. Donc, le gros challenge, je pense, aujourd'hui de la mode engagée. Qu'est-ce que vous pourriez dire chacun d'entre vous à ce sujet? Laura, je te propose de commencer. Je pense que c'est la question centrale en fait de toutes les entreprises de mode engagée, c'est que en fait tu as quand même une petite contradiction entre le fait de proposer quelque chose avec un impact réduit tout en ayant la nécessité quand même d'avoir des gens qui achètent. Moi la chance que j'ai entre guillemets, c'est que les culottes en fait c'est un produit que tu es obligé d'acheter neuf. Donc c'est vrai que c'est un petit peu plus facile pour moi parce que les gens ils n'ont pas l'alternative d'acheter d'occasion ou de faire du troc ou du vintage ou je sais pas quoi, enfin d'autres marques de ce type. Donc c'est vrai que moi pour le coup je suis pas en concurrence avec la seconde main, donc déjà c'est plus facile.
Donc, je propose vraiment une alternative au traditionnel et je pense que c'est plus simple de se positionner comme ça que pour Benjamin ou Agathe où eux, ils sont en concurrence avec d'autres modes de consommation encore en plus. Après, moi, c'est vrai que ça fait pas longtemps que j'ai démarré, donc c'est difficile de vraiment se projeter à long terme parce que on n'est pas nombreuses en tant que marque de lingerie pour l'instant, mais on est de plus en plus nombreuses. Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde, mais c'est vrai qu'à un moment, si tu veux inciter les gens à consommer moins, la question se pose de façon assez problématique. Alors moi, ce que j'essaye de faire, c'est d'ajouter une plus-value, en fait. Clairement, je parle de mes produits, notamment sur les réseaux sociaux, mais c'est pas ma seule ambition. En fait, j'ai vraiment envie d'apporter autre chose aux gens qui me suivent. Notamment, donc là, je viens de lancer un blog, donc comme Benjamin. Là, je fais une rétrospective sur l'histoire de la culotte. J'ai d'autres articles qui vont arriver sur les différences entre coton lieu et coton traditionnel. Mais globalement, sur mes réseaux sociaux, j'essaie vraiment d'expliquer pourquoi est-ce que j'ai créé Léon Lucienne, quels sont les problèmes dans la mode actuelle, comment détecter le greenwashing, comment s'habiller responsable. Enfin, j'essaie d'apporter vraiment autre chose que seulement du produit pour avoir cette valeur ajoutée-là, qui ne me rapporte pas d'argent en tant que tel, mais qui m'apporte de la visibilité, en fait. Donc voilà, le but maintenant, pour moi, c'est de trouver de nouveaux clients. Sachant que voilà, j'ai commencé à expédier seulement au mois de mars, donc pour l'instant, j'ai les gens qui avaient commandé pendant ma campagne de financement. J'ai pas mal de gens qui ont déjà passé une nouvelle commande, donc moi, c'est super cool parce que ça me prouve que le produit il plaît, que la qualité elle est là, que voilà, avoir passé 1 an et demi à développer les modèles, c'était bien en fait, c'était ce qu'il fallait faire. Donc voilà, après pour moi, le challenge, ça va être d'enclencher cet effet boule de neige entre guillemets et qu'il y ait le bouche à oreille qui se fasse pour qu'on me connaisse parce que voilà, je vois pas l'intérêt à ce que les gens achètent 50 culottes chez moi. Le but, c'est que d'autres personnes qui avant consommaient dans les marques traditionnelles me découvrent les problématiques en partie grâce à moi et passent à une consommation responsable. C'est aussi pour ça que j'ai créé l'entreprise, c'est pour proposer une alternative. Voilà. Okay. Et puis les culottes, c'est vrai qu'on en aura quand même besoin régulièrement, plus peut-être régulièrement que des manteaux ou qu'on va changer. Oui, c'est ça. Oui, pour le coup, c'est un vêtement que tu portes tous les jours et que tu es obligé de laver tous les jours aussi. Donc, c'est sûr que clairement, par rapport à un t-shirt que tu peux porter plusieurs jours de suite, la culotte, il faut que tu la laves tout le temps. Donc, forcément, les vêtements et les sous-vêtements s'abîment plus vite quand tu les laves. Donc, il y a quand même un renouvellement sur les sous-vêtements qui est plus important aussi que sur les vêtements classiques. Ok, merci Laura. Et toi, Agathe, qu'est-ce que tu dirais par rapport à cette question? Comment tu vois les choses? Alors, moi déjà, sur le modèle économique, j'ai choisi de faire que de la production en précommande ou à la commande pour produire seulement en quantité forcément raisonnée et seulement ce qui aura déjà été acheté. Donc, vraiment toujours dans cette démarche de pas surproduire et donc du pas se retrouver avec des stocks d'invendus sur le bras comme beaucoup de marques de mode classiques, entre guillemets, qui ensuite se retrouvent assez incinérées, enfouies ou Même si ailleurs. maintenant, on n'a plus le droit normalement, hein. Il y a une loi quand même. Mais... On va les incinérer. On n'a plus le droit chez nous, mais c'est encore Je ne sais autorisé pas dans si d'autres elle a pays. été validée voilà, aussi. ça. Oui, elle a été validée, mais en fait, Oui. le problème, c'est que on peut plus le faire chez nous. Donc, du coup, Oui, on l'envoyait Ah ailleurs. oui, ah, oui d'accord. Ah bah, c'est encore beaucoup plus dramatique. super contraignant, hein, du coup. Ouais. Donc voilà, la précommande ou à la commande, moi je suis encore en train je viens vraiment de me lancer pour le coup en campagne de crowdfunding là, et ça fait un peu plus d'1 an que je travaille sur le développement de la marque, donc je suis encore aux prémices, donc je suis encore aussi en train de me chercher sur le business model. Donc voilà, mais en tout cas, pas de stock chez Collectif Fringué pour cette raison. Et ensuite, un peu comme tu disais, Laura, j'essaye d'avoir. Alors, j'aimerais absolument écrire aussi des articles de blog, mais pour l'instant, je le fais beaucoup via les réseaux sociaux, Instagram et Facebook, où je parle des problèmes des dessous de la mode à bas prix,
Par exemple, j'ai partagé mon opinion et différents problèmes suite à un reportage Arte que je recommande qui s'appelle Les dessous de la mode à bas prix. Mm. Voilà, Oui. Il est vraiment génial. Ouais. Je pense qu'il est encore en streaming là sur Arte. Au 6 Oui. juin. Ouais, je pense. Ouais, ah bah, t'es bien informé. Ouais, je l'ai posté dans le groupe. Ouais. Ah, je l'ai vu aussi, ouais, très bien. Ouais, super intéressant. Donc, Mm. j'essaye vraiment d'informer ma communauté sur tous les méfaits de la mode. Je suis en train de lire le livre noir de la mode. Ah oui, c'est vrai qu'il vient de sortir, ouais. Je l'ai acheté aussi, ouais. Il était chez mon libraire quand j'y suis passée l'autre jour. Du coup, je me le suis acheté. Alors, j'ai lu que quelques pages pour l'instant. J'ai absolument pas eu le temps. Mais du coup, pareil, je pense que j'en parlerai. Je ferai un débrief. Et après, je pense que l'idée, c'est aussi, et en tant que petite marque avec un plus petit budget aussi, on ne fait pas de pub à outrance. Comme peuvent le faire certains. On est obligé de le faire un peu, mais pas non plus énorme. Donc forcément, on incite moins à la consommation. Et puis c'est aussi, je pense, dans la façon d'être et dans la discussion. Moi, ça m'arrive parfois que j'ai des filles qui viennent me parler sur Instagram et qui me disent ah bah voilà, j'adore la robe, mais bon, finalement, je suis pas sûre d'en avoir besoin. Qu'est-ce que tu me conseilles? Et ben, je vais jamais dire bah achète la robe si t'en as pas besoin, quoi. C'est absolument pas. Attention, plus que 2 en stock, il faut absolument commander aujourd'hui. Voilà, tu vois, c'est pas oui. J'ai 10 minutes pour, Ah, c'est pour ça. valider. C'est pas des choses que je mettrais en avant, effectivement. Après, voilà, on est des marques, on doit vendre pour vivre et pour survivre. Après, si on le fait dans une démarche qui est raisonnée, en ne faisant pas effectivement des actions, on n'a plus que 2 disponibles, ou des soldes, rien que les soldes, en fait, ou des soldes très raisonnés. Donc, c'est-à-dire pas toute l'année, parce que très sincèrement, aujourd'hui, marque classique, les soldes, c'est tout le temps. Enfin, il y a toujours une occasion, un Black Friday, enfin, Les jours de Les droit French Days maintenant aussi. ouais, voilà, c'est ça. Enfin, les ventes privées. ouais, voilà, en ne faisant pas tout ça ou en le faisant de façon raisonnée, bah, je pense que déjà on n'incite pas, à la consommation. Et puis je pense que oui, c'est dans la façon de communiquer, dans les mots qu'on emploie et dans nos méthodes un peu marketing. Ok. Voilà. Merci Agathe. Ouais, Et c'est un Benjamin, ensemble. qu'est-ce que tu dirais, toi? Ouais, d'abord, commencer par dire que, et ça rejoint le modèle économique, mais c'était aussi dans les difficultés. Parce que je disais, ça marche et tout, mais j'ai quand même eu un mois là compliqué en janvier, non, en février. C'était assez récent. Et c'est pas parce que, genre, il y avait pas beaucoup de commandes et tout. Ça a bien marché niveau chiffre d'affaires. Mais en fait, mes investissements était tellement haut que du coup, il me restait, enfin, c'est un mois où j'ai pas gagné d'argent en fait. J'en ai même perdu un peu, je me suis pas versé de salaire. Pourquoi? Parce que du coup, moi, j'ai pas une marge énorme et du coup, quand tu payes l'atelier d'entrepôt, le logisticien, quand tu payes un ou deux articles médiatiques, etc. Là, j'avais fait quelques pubs Facebook, Google, etc. Et ben en fait, tout ça cumulé, je me suis rendu compte pour une fois là, parce que je trouvais ça un peu étonnant. Donc, je me suis rendu compte que c'était un mois où j'avais un peu perdu d'argent. Donc, j'ai fait le calcul et effectivement, j'avais perdu de l'argent. Donc, du coup, il y a aussi la question, enfin, faire un gros chiffre d'affaires, enfin, un gros, on n'est pas non plus Bill Gates, mais ne veut pas forcément dire avoir un gros revenu pour soi ou ne serait-ce qu'un simple revenu, quoi. Et du coup, faire attention à ça. Et du coup, moi, ça m'a fait réfléchir sur le fait de revenir aux choses plus simples, en fait, d'avoir moins de frais. Donc là, j'ai coupé les pubs Facebook, Google, aucun article de blog payant, etc. Donc je reviens un peu comme au début de mon projet où on se débrouille en fait pour se faire connaître, mais de façon gratuite, quoi. Organique. Organique. Et en fait, le bon côté, c'est que ça te rend aussi plus créatif. Tu vas avoir des trucs que tu n'aurais peut-être pas trouvé si tu étais dans une logique de vas-y, je mets une pub Facebook et on va voir. Voilà. Bon, ça, c'était un mois un peu particulier aussi, parce qu'on a parlé du stock. Là, j'avais dû plus stocker.
en fait, depuis qu'on a l'entrepôt, je me rends moins compte parce que les cartons sont plus chez moi. Tu dors plus dedans, alors Et sans faire exprès, j'ai un peu trop commandé. En fait, pourquoi? C'est aussi parce qu'auprès de mon fabricant, il y a un seuil de commande pour avoir la livraison offerte. Et du coup, je me rends compte que j'essayais d'atteindre ce seuil-là pour faire une petite économie sur la livraison. C'était un peu le truc automatique, comme parfois en tant que consommateur, on fait ça. Bah, moi, je le faisais en tant qu'acheteur. Et en fait, et là, j'ai arrêté ça. Je me suis rendu compte que bah non, j'avais pas besoin d'acheter toutes ces pièces-là. Et du coup, j'ai réduit aussi beaucoup mon stock. Et après, pour reprendre ce que disait Agathe, moi, le modèle, il est un peu entre les deux. C'est-à-dire que dès qu'on lance une nouveauté, là, il y a des nouveaux t-shirts, on en reparlera après. Dès qu'on lance une nouveauté, on le fait via des précommandes. Mais c'est plus genre la précommande 1 mois, 2 mois, c'est précommande un peu plus rapide, genre de 2-3 semaines, pour livrer potentiellement un peu plus vite les gens aussi. Et après, ce qui marche, on va dire, dans nos précommandes, on va mettre les produits en stock. Et ceux qui n'ont potentiellement pas marché, bah, on les envoie quand même aux gens qui les ont commandés, mais par contre, ils ne seront pas forcément ajoutés au stock derrière. Ce qui fait qu'on a certains produits en précommande, d'autres en stock. Franchement, je me cherche encore là-dessus. Je me demande si un jour on passera pas comme Agathe, genre au 100% précommande. Et en même temps, j'ai un peu peur que du coup, pour les gens qui veulent le vêtement tout de suite, que peut-être ça puisse repousser aussi. Aussi, parfois, bah, y a des occasions, des anniversaires, etc. Donc, on a envie d'être livré plus tôt. Du coup, moi, j'ai pas vraiment tranché sur ce truc-là, c'est-à-dire qu'on est un peu entre les deux. Mais mine de rien, on fait quand même des stocks voilà, très limités. Enfin, je dis pas ça pour dire aux gens d'acheter, allez, cliquez tout de suite, mais plutôt pour dire que bah voilà, oui, c'est quand même raisonnable. En fait, quand je dis qu'on avait fait des commandes importantes, c'est pas qu'on a un gros stock, c'est qu'on a tellement de références que tout de suite, même 4-5 modèles identiques par taille, comme on a des cols V, des cols ronds, plusieurs coloris, bah, tout de suite, des modèles sans broderie, avec broderie, tout de suite, ça fait beaucoup, sans avoir pourtant un très gros stock, quoi. Mais du coup, c'est pour ça qu'on se dirige quand même de plus en plus vers les précommandes pour chaque lancement, mais aussi maintenant en dehors des lancements. Et voilà, ça dépend un peu des produits. Et sinon, pour répondre sur le modèle économique, et si je peux un peu aider Agathe et Laura, bah moi, en fait, au début, je me suis posé une question très, très simple. En gros, combien j'ai besoin voilà, pour vivre? Bah, je sais pas, 1200 €, ça doit être à peu près un SMIC. Ok, bah du coup, diviser ça au nombre de jours, ça fait combien par jour? Bah 40 €. Donc pour avoir 40 € pour moi, combien je dois vendre en chiffre d'affaires, sachant qu'il y a aussi l'URSSAF et ainsi de suite. Bah du coup, il faut que je vende à peu près pour 100 €, même peut-être un peu plus. Et bah du coup, je me fixe l'objectif de vendre pour 100 € chaque jour. Enfin, c'est comme ça que j'ai commencé. Maintenant, j'ai moins besoin de regarder ça et tout ça, quoi, parce que c'est plus automatique. Mais au début, c'était vraiment ça, genre, bah, du coup, ok, bah, je peux vendre pour 100, mais du coup, comment je fais maintenant? Ça correspond à combien de commandes? Bah, ça correspond, je sais pas, à 2 commandes en général de mon côté. Bah, comment avoir 2 commandes? Enfin, décomposer en fait tout ça pour arriver avec un truc assez concret et de se dire, bah voilà, comment faire maintenant pour arriver à ça? Mais je trouve ça plus facile de le décomposer comme ça que de se dire, bah faut que je me fasse un SMIC chaque mois. Enfin, donc c'est un peu l'idée de la décomposition. Oui, tout à fait. Et sinon, je réfléchis, bah sinon, le modèle économique, bah après, voilà, nous, là, je rejoins ce que disait Agathe, c'est aussi, bah oui, si des gens nous disent, bah écoute, ouais, j'en ai pas besoin tout de suite, peut-être un jour, machin, bah moi aussi, je vais dire, bah t'inquiète, enfin, te sens pas obligé d'acheter, je serais content si tu le fais un jour, mais sinon, pas de souci, voilà. Et aussi, je pense que je vais plus loin que ça, c'est que même je conseille les gens
avec d'autres marques éthiques. Tu vois, par exemple, si je fais pas telle ou telle chose, par exemple, là, on fait pas de chaussettes, je vais dire, moi, j'aime bien les estampilles, tu vois, j'en ai acheté, voilà ce que j'en pense, machin. Les culottes, je vais citer Laura, tu vois, par exemple, Agathe qui est au début, mais des basiques, mais un peu plus féminins, un peu plus originaux que les miens, tu vois. Enfin, et j'hésite pas alors qu'on pourrait croire que potentiellement ça peut être des concurrents et tout, j'hésite pas à les mettre en avant. Et parce qu'en fait, je le ferai en tant que personne, en tant que consommateur. Et en fait, je change pas en tant que vendeur, entre guillemets, et que patron. Je reste moi-même. Et du coup, en fait, ça, à la fois, c'est dans nos valeurs et tout, et à la fois, c'est un peu commercial, puisque les gens, ils se disent, ah ouais, il est sympa, du coup, il Il sera cherche pas pas le bon de toi. profit à tout prix. Et en fait, ça aide aussi à la fidélisation. Au final, les gens, ils restent aussi dans le projet parce que ils savent que voilà, je peux aussi les conseiller, etc. Voilà, on a aussi la partie blog sur tout ça, mais Je je pense pense, que c'est une démarche un peu globale. je dirais, Benjamin, que tu écoutes leurs besoins. Et un Ouais, bon vendeur, complètement. c'est ça en fait, c'est qu'il écoute les besoins, va pas pousser à acheter, et c'est là qu'ils vont se Ouais, rapprocher. complètement. C'est de se dire, là, je sais pas, Françoise, c'est ma pote, et qu'est-ce que je lui conseillerais, tu vois, si j'étais à côté d'elle, là. Et c'est pas d'inventer, attends, du coup, de ce que tu me dis, j'ai un super t-shirt qui, non, si elle veut pas du tout Elle n'a pas ça. besoin, c'est parce qu'elle Et, et je pense que ça, les gens le ressentent dans nos communications, dans le ton aussi qu'on adopte avec les gens, la proximité qu'on peut avoir avec eux. Et au bout d'un moment, ils nous le rendent, en fait, ces gens-là. Pas forcément en achetant chez nous, quoique c'est souvent le cas au bout d'un moment, le jour où ils ont un besoin, justement. Mais ils nous le rendent aussi en faisant marcher le bouche à oreille autour d'eux, en nous aidant quand on a des moments où on a plus de difficultés. Moi, c'était un peu février. J'ai eu un flot de soutien par rapport à ça. On a augmenté les frais de port et maintenant, on n'offre plus les frais de port avant 90 € alors qu'avant, c'était 60. Enfin bref, ça, je l'ai fait parce qu'on dépensait aussi trop d'argent en frais de port. Et ça allait pas. Et en fait, dans ces moments plus difficiles, du coup, c'est là aussi que tu peux compter sur ta communauté. Et eux, ils vont d'autant plus t'aider parce qu'ils savent que tu es sincère, que tu es transparent et tout. Et donc, les gens, ils s'attachent aussi à une personne. Enfin, là, c'est nos projets, mais c'est aussi Laura, Agathe et moi, quoi. Et ça, je trouve ça important, du coup, dans vos coms aussi, de vous mettre en avant vos difficultés, vos joies. Enfin bon, voilà, je donne 2-3 conseils comme ça de ma petite expérience, mais enfin bref, voilà, mais c'est toute une aventure. Je te Ça laisse reprendre la main. Oui, Agathe? que je trouve que ça rentre dans les difficultés de se mettre en avant. Comme tu dis, c'est pas forcément évident Ouais, quand tu débutes. Enfin, moi, si on m'avait dit il y a 6 mois que je serais en train de faire un live sur Facebook avec vous, j'y aurais jamais cru parce que c'est pas du tout. Alors, je suis pas timide, mais sur ce genre de truc, voilà, je suis ouais. pas forcément ultra à l'aise. Et ça, Tu t'es c'est. très bien débrouillée, Agathe. Ouais. C'est sûr que moi, le tout premier live que j'ai fait sur Instagram, j'étais pas bien, hein. J'étais trop stressée. C'est clair. Ouais. Je pense que ce qui démarque aujourd'hui par rapport aux marques existantes, je dirais, c'est qu'il n'y a pas d'âme toujours dans les grandes marques, les Ouais, chaînes, etc. Et ce exactement. qu'on apporte en tant qu'entrepreneur engagé, c'est notre personnalité, ce que tu disais, et donc Mm. de créer un vrai lien, une relation avec cette communauté, nos clients, qui vont s'attacher finalement à nous et revenir Mm. parce qu'il y a une vraie relation en fait. Et je pense que c'est Ouais. là où il y a une carte à jouer de Mm. différenciation et de développement en fait. Mm. Ouais. Bah ouais, parce que, enfin, je sais pas, moi, alors de base, je suis pas très réseaux sociaux, donc je les utilise forcément avec coton vert, mais quand je vais par hasard sur des marques pas éthiques, voire même certaines marques éthiques, ouais, c'est ce que tu dis, il n'y a pas d'âme. Parfois, le texte, Oui, oui, c'est c'est ça. toujours le même, genre acheter maintenant, chop now, je sais pas quoi, enfin, C'est Et ça. puis souvent, aucune leur feed personnalisation. Instagram, c'est que des produits, en fait. Tu vois que des photos des produits et Ouais, mais ça m'attire pour moi, pas. c'est Si vachement moi, il n'y a important que le produit et pas de d'ajouter quelque chose. personnalité derrière, non, ça me suffit pas en tout cas. Enfin, il m'en faut plus. Laura, Et, tu voulais dire quelque chose?
Non, je disais que souvent, quand tu regardes les feeds Instagram des marques classiques, en fait, c'est que Mm. des photos de produits. Oui. Et enfin, moi, personnellement, je fais pas beaucoup sur les réseaux sociaux dans mon temps libre, mais j'aime bien apprendre des choses, en fait. Mm. Et j'aime bien voir les coulisses, savoir ce qui se passe, enfin, ou même Avoir apprendre des juste conseils. d'autres choses sur Mm. comment le produit a été conçu, comment Mm. il a été pensé. Et c'est vrai que en tant que petite marque, tu as plus l'occasion de le faire parce que déjà, tu fais tout toi-même, donc tu Ouais. sais exactement. Tu connais tes fournisseurs, tu connais les gens qui les ont fabriqués. Enfin, voilà, tu es plus proche aussi de ce qui se Mm. passe en vrai. Et du coup, c'est plus facile de contrôler aussi Mm. l'impact sociétal et environnemental, enfin voilà, de vraiment te rendre compte de l'impact de ton entreprise Mm. sur les gens et sur la planète. Exactement. Donc, c'est nous Mm. qui faisons la différence, en fait, dans nos entreprises. Donc, Mm. voilà. Même si c'est pas facile, c'est quand même la clé aujourd'hui. Et après, enfin, pour répondre à ce que tu disais, Agathe, tu sais, te mettre en avant, c'est pas forcément montrer nos têtes ou quoi, mais rien que par le ton, par le discours, si tu écris à la première personne et tout, bah, tu peux déjà mettre une personnalité ouais, dans tes contenus et tout. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir ce que tu disais tout à l'heure, c'est une super photo ou enfin, je sais pas, nous, nos photos, elles sont pas incroyables, mais je pense que les gens restent plutôt par les textes, le ton, etc. Et, euh, et ouais, clairement, ça fait la différence. Ouais. Mm. Enfin, je pense. Faudra leur demander à nos clients pourquoi. C'est ça. Bon, ouais, on arrive à la fin et on va avoir quelques questions. Déjà, j'ai vu qu'il y en avait. Mais avant du coup, si vous avez des questions, allez-y, on va y répondre dans un instant. Et pour finir, je vous propose rapidement de nous dire vos prochaines étapes de développement. Si tu veux, Agathe, commencer. Ok. Moi, du coup, comme on le disait tout à l'heure, je suis en campagne de financement participatif pendant encore 10 jours. Du coup, les prochaines étapes, ça va être la production, le suivi de la production et les expéditions que je vais faire moi-même, du coup, Eh oui, mais je suis toi passé par là. avant, Benjamin. Ouais. Et la deuxième étape, c'est que j'aimerais, bon, ça j'en parle encore, enfin j'en ai encore très peu parlé, mais j'aimerais développer beaucoup plus de personnalisation sur la marque. Mais pour l'instant, c'est encore assez fouillis, brouillon dans ma tête. Je pose sur le papier et je vois comment je vais pouvoir développer tout ça. Mais par exemple, sur la chemise, j'aimerais pouvoir faire vraiment plus de choix de tissus, choix de boutons, de couleurs, de Mm. rajouter des poches, peut-être potentiellement des manches plus longues, etc. Enfin voilà, d'essayer d'avoir plus de personnalisation. Après, ça va prendre beaucoup de temps parce que c'est pas mal de développement et beaucoup de réflexion à avoir. Et puis, c'est encore un nouveau business model, du coup. mais voilà, les prochaines étapes pour Ok. Collectif. Donc, pour le crowdfunding, c'est sur KissKissBankBank. Exactement, ouais. Collectif Fringué. Voilà, si vous avez envie. Et si on commande maintenant ou dans les 10 prochains jours, parce qu'il reste 10 jours, on rappelle, euh, Seulement 10 jours. après les. Et oui, J-10, vite, dépêchez-vous. Mais non, ce que je voulais demander, c'est on est livré quand? Enfin, on recevra quand? En juillet, normalement, s'il n'y a pas Ah de... ouais, donc ça va. En plus, c'est relativement rapide, quoi. En plus, Ouais, ouais, c'est plutôt ça. Alors, normalement, si tout se passe bien, après, on sait que ouais, souvent, bien sûr. Mm. problème. Aléa. Ouais. Mais ouais, normalement, en juillet. Ok. Ah De bon, bah, si vous nous entendez. toute façon, je posterai dans le groupe Facebook le crowdfunding. Je crois que tu l'avais déjà posté, mais je le remettrai. Je te souhaite, merci. Et pour toi, Laura, c'est quoi les prochaines étapes? Alors moi, je suis en train de développer une collection homme. Donc à la base, quand j'ai lancé l'entreprise, j'avais comme idée de créer d'abord des soutiens-gorge. Et en fait, j'ai pas mal de gens qui m'ont contacté pour me demander des boxers. Donc du coup, j'ai lancé un questionnaire de création il y a quelques semaines. Et voilà, il y a vraiment un intérêt pour ça. Donc voilà, ça passe avant. C'est la co-création, quoi. C'est Besoin? la communauté qui dit de quoi ils ont besoin. En parallèle, j'aimerais bien aussi développer un nouveau modèle de culotte. Donc ce sera probablement une culotte taille haute. Donc ça sortira peut-être en même temps. Je ne sais pas encore exactement, mais j'espère que ça sortira au mois de juin en précommande et puis après la livraison au cours de l'été. Ok. Super. Et pour toi, Benjamin, prochaine step?
Ouais, nous, on a lancé en précommande justement des nouveaux t-shirts, donc manches longues et manches trois quarts. Euh, et là, nous aussi, je crois qu'il reste 10 jours tout pile de mémoire. C'est jusqu'au 20, ouais, au 20 avril, si vous voulez précommander. Mais au pire, pas grave, hein, si vous n'avez pas de besoin. Je répète ce qu'on disait tout à l'heure. C'est ça. Et puis après, si vous n'avez pas de besoin et tout, justement, ça peut être pas mal d'aller voter sur notre formulaire sur vos envies et vos besoins, justement, sur Coton Vert, donc rubrique vos envies, vos besoins. Il y a plein de vêtements différents. Vous pouvez voter pour ceux qui vous intéresseraient et on essaiera de lancer ceux qui sont plébiscités par la communauté. Là, je peux déjà dévoiler que en tête des votes, là, il y a les robes qui sont pas mal plébiscitées. Mhm. Si vous voulez inverser la tendance ou quoi, c'est sur le site. Votez un. Et puis, et après, ça c'est transversal, mais nous, depuis quelques temps, on travaille aussi avec des pros, entreprises, associations. C'est plutôt la partie de Diana là, qui est en apprentissage avec moi. Donc, si vous avez une entreprise, une asso qui recherche des vêtements personnalisés ou non, c'est aussi un truc qu'on peut faire. Donc, n'hésitez pas à nous contacter parce que en fait, on en parle souvent, je trouve, de la mode éthique au niveau des particuliers, etc. Mais ce serait bien que les pros s'y mettent aussi. Enfin, ils s'y mettent de plus en plus. C'est un peu plus, ça va plus doucement, j'ai l'impression. Mais bref, bon, si vous avez une entreprise et que vous voulez vous y mettre, contactez-nous. Et puis, juste dire que, sans forcément acheter et tout, comme Laura par exemple, on a chacun nos blogs, donc ça peut être aussi un bon moyen de vous informer avant même de penser à acheter. C'est déjà vous informer sur tout ça, regarder les documentaires que nous on a pu regarder, les ressources, etc. C'est déjà d'être bien à jour en fait sur le sujet, quoi. C'est le premier pas, je trouve. Ok. Voilà. Super, merci pour nous avoir donné les infos. Et là, on va passer aux questions. Alors, il y en a une de Cyrielle. Ah oui. Donc, bonsoir et merci encore d'être avec nous pour ce talk show. Alors, de quelle manière avez-vous diffusé vos premiers questionnaires lors du démarrage afin d'avoir un nombre de réponses suffisant? Voilà, la question est pour vous. Alors, en plus, on est tous les trois concernés. Voilà, exactement. Ouais. Je sais pas, allez-y si vous voulez. Moi, clairement, j'ai envoyé à mes copines en premier et je leur ai demandé d'envoyer à leurs copines. Et après, j'ai partagé sur des groupes Facebook, sur les réseaux sociaux. Voilà, j'ai envoyé à tous les gens que je connaissais. Je les ai un peu poussés pour que eux-mêmes diffusent ensuite. Mais c'est vrai que c'est pas mal parce que du coup, ça m'a permis aussi d'avoir une première base de données parce qu'à la fin, je demandais aux gens s'ils étaient intéressés pour entendre parler de la suite. Donc, ça permet déjà d'avoir une liste de gens qui seraient potentiellement intéressés ensuite. Donc, je trouvais que c'était pas mal. Ok, merci. Agathe? C'est pareil de mon côté, hein, toutes les personnes que je connais, puis plein de groupes Facebook dédiés à la consommation responsable, à la mode éthique, etc. Dont ton groupe Facebook d'ailleurs. Et diffusion sur la page Facebook de Collectif Ringuet, sur le compte Instagram, etc. Et puis après, des relances pour essayer d'avoir des repartages, le plus de repartages possible en fait. Voilà. Ok. Et toi, Benjamin, pareil ou Au début, moi, j'avais que le groupe Facebook à l'époque où j'avais pas la page ni Instagram, etc. Et pareil, en fait, je me suis inscrit, mais comme vous, je pense, les filles, dans plein de groupes dédiés, ciblés. J'élargirais en disant que des groupes mode éthique et tout, oui, mais moi, je suis aussi dans des groupes genre plus axés bio, parfois zéro déchet, etc. C'est pas forcément directement en lien, mais souvent c'est quand même le genre de personnes potentiellement intéressées aussi par tout ça. Et du coup, en fait, tu diffuses ton questionnaire un peu partout sur ces groupes-là. Les groupes Facebook, ça marche vraiment bien. Ça, c'est super au début. Puis après, nous, maintenant, on a la chance d'avoir une communauté
plus grande forcément sur Instagram, sur la newsletter, etc. Donc après, on a déjà une certaine base maintenant pour avoir un minimum de retours. Mais au tout début, ouais, c'est clair, les groupes Facebook, je pense que c'est le mieux pour commencer. Ouais. Ok, très bien, merci d'avoir répondu. J'espère, Cyrielle, que ça t'a aidé. Ouais, bon courage, Cyrielle, Voilà, pour ton projet. exactement. Et il y avait une autre question que j'ai reçue par mail alors, de la part de Coralie. Alors, elle posait une question, c'est comment trouver des dentelles upcyclées en France et quelles entreprises font ce genre de démarche? Alors, elle dit qu'il est très difficile de trouver ces tissus ainsi que du PowerNet de matière naturelle. Alors, comment démarcher dans une démarche plus artisanale des grands groupes qui travaillent plutôt avec des industriels et qui ont des stocks dormants? Est-ce que vous auriez une réponse, surtout Laura et Agathe, à cette question? Pour la dentelle, moi personnellement, je passe par quelqu'un dont c'est le métier, donc qui va acheter les stocks dormants et qui ensuite les revend. En fait, les grandes marques communiquent très peu sur leur stock dormant parce que en fait, c'est un peu avoué que voilà, ils ont beaucoup trop commandé, qu'ils ont des déchets et que voilà, c'est pas des choses dont ils veulent parler. Donc, ça passe souvent par des intermédiaires, enfin en tout cas pour la lingerie. Et ces intermédiaires-là, ils sont un peu difficiles à trouver parce que pareil, ils communiquent pas vraiment sur ça. Donc, il faut aller les chercher soit par d'autres contacts fournisseurs. Donc, moi, je sais que le contact que j'ai, je l'ai eu par la personne qui me fait mes prototypes, en fait. Mais sinon, dans les salons, en fait, c'est beaucoup le bouche à oreille qui fonctionne pour moi. Je sais pas pour toi, Agathe. Enfin, on en parlait un petit peu avant, mais c'est un peu les mêmes problématiques. Ouais, c'est ça, ouais. C'est sûr que des fabricants de tissus ou des ateliers vont pas se vanter d'avoir beaucoup de stocks dormants. Moi, ce qui a bien fonctionné, comme on disait tout à l'heure, c'est de rechercher sur Internet des fabricants, des ateliers et de les appeler pour savoir si cette démarche les intéressait, s'ils avaient du stock dormant, etc. À savoir que parfois, j'ai été confrontée à des ateliers qui me disaient oui, on a du stock dormant, mais non, nous, on Ouais. ne les donnera pas, on ne les vendra pas ou quoi que ce soit. Bon, d'accord. On Après, préfère ils les font peut-être brûler. aussi des contrats. Enfin, je sais que moi, personnellement, il y a encore. Enfin, j'avais acheté plus de dentelle que nécessaire pour pouvoir éventuellement en refabriquer. Donc, c'est encore à mon atelier, j'ai quelques mètres de dentelle qui restent. C'est stocké à mon atelier. Donc, en fait, la prochaine fois que j'en ai besoin, ils l'auront. Donc, je pense que c'est peut-être pour ça qu'ils disent ça aussi. C'est que, en fait, ces stocks-là appartiennent à la marque. Et les ateliers n'ont peut-être pas forcément envie de faire la démarche, de voir avec la marque s'ils sont d'accord de revendre, etc. Ou même les marques n'ont pas envie de les revendre. Bon, après, toi, c'est pas du stock dormant. Enfin, ça fait quelques mois Oui, non, c'est du surstock, mais enfin, c'est du stock c'est ça. pour la prochaine fabrication. Mais en fait, je pense que les marques, c'est comme ça au départ, parce que moi, on m'avait expliqué que, grosso modo, les marques, alors pour la culotte, elles vont décider que telle culotte, ils vont la fabriquer à 50 000 exemplaires en total. Donc, ils achètent tout ce dont ils ont besoin pour en faire 50 000. Et en fait, ils commencent par en fabriquer 5 ou 10 000 et ils regardent comment ça se vend. Et si ça se vend bien, ils en fabriquent d'autres. En fait, très, très, très rarement, voire jamais, ils fabriquent la totalité. Donc, c'est comme ça que le stock se retrouve sur une étagère. Et en fait, à la base, c'est prévu que ça reste sur l'étagère un petit peu, et puis ça reste longtemps. Et puis voilà, au bout d'un moment, c'est oublié. Exactement. Et sinon, ce qui est pas mal aussi, c'est, moi, ce que j'ai fait en arrivant à Lyon, c'est de regarder sur les pages jaunes, les personnes qui n'ont pas, les petits ateliers ou les fabricants, etc., qui n'ont pas forcément de site internet, etc. Et puis, ce qui fonctionne très bien, comme tu le disais tout à l'heure, et surtout dans l'upcycling, c'est le bouche à oreille. Quelqu'un qui va Ouais. avoir entendu parler de telle personne qui a un stock de tissu ou un atelier qui ferme malheureusement, ou ce genre de choses. Mm. Et on essaye de mettre en place sur Lyon aussi, c'est un collectif, ça prend forme gentiment. C'est qu'on essaye de communiquer beaucoup entre entrepreneurs dans la mode éthique, surtout ceux qui font de l'upcycling, pour se communiquer un petit peu quand il y a des opportunités. L'idée étant d'essayer de mettre en place des partenariats avec des industriels ou des fournisseurs dans la région.
J'ai encore un tout petit projet dont je ne suis pas en tête, mais dont j'ai été informée et je fais un peu partie de ce collectif. Donc voilà. Il y a aussi le site de la Maison du savoir-faire et de la création, je pense qu'il peut être intéressant pour trouver des fournisseurs, des fabricants. Voilà. Oui. Il y a Et, pas mal de choses. Et Première Vision aussi, la liste des Ça, oui. fabricants et des fournisseurs de Première Vision est intéressante aussi. Moi, je crois que j'avais commencé par là d'ailleurs, au tout début. Je sais plus si c'était la maison des savoir-faire ou Première Vision. C'est quoi ça? C'est des salons? Ouais. Salon professionnel de C'est matière. gratuit pour vous? Non. En fait, tu peux accéder à la liste des intervenants, mais pour assister au salon, en général, c'est payant. Je sais que pour la lingerie, ça s'appelle Interfilière. C'est une vingtaine d'euros le billet Ouais. pour pouvoir aller au salon. Bah après, cette année, je suis pas sûre qu'il y ait eu un salon. Enfin, moi, je suis allée aux Premières Visions, mais Made in France. Donc, c'était vraiment axé sur tout ce qui était en fabrication française, etc. C'était gratuit. Si je dis pas de bêtises, il me semble pas avoir payé. En revanche, je crois que le salon Première Vision, qui est un plus grand salon et qui rassemble encore plus de fournisseurs un peu partout à travers le monde, ça, il me semble que c'est payant. Et si je dis pas, Oui, c'est payant, oui. pas Oui, c'est payant. Ouais. Et puis c'est réservé aux professionnels en fait. Enfin, je sais que le salon de Interfilière lingerie, en fait, il faut que tu prouves que tu es professionnel de lingerie pour pouvoir y accéder. Tout à fait. Ok. Ben voilà, c'était la dernière question. Je ne sais pas s'il y en avait d'autres. En tout cas, Cyrielle remercie beaucoup. Un petit. Merci à Cyril. Partagez vos expériences avec authenticité. C'était top. Ouais, justement, Cyrielle, si je peux ajouter ça, je pense ne pas hésiter à contacter d'autres marques et à leur dire, bah, écoutez, moi je lance ça, est-ce que vous pourriez potentiellement diffuser mon formulaire? Bon, tu auras pas mal de refus, mais je crois qu'Agathe, tu l'avais fait au début avec Coton Vert et je t'avais dit, bah ouais, vas-y, ou c'était au moins sur le groupe Facebook à l'époque de Coton Vert, mais peut-être aussi la page. Enfin, je pense que tu as quelques marques qui seraient d'accord pour relayer le fameux formulaire. Surtout, là, c'est un conseil, si ce n'est pas vraiment des concurrentes, genre si tu fais des suites, bah, tu peux plus facilement demander à des marques qui font des chaussures, je pense, par exemple. Ou inversement. Ou inversement. Et peut-être, potentiellement, une autre idée, pourquoi pas un communiqué de presse un peu surprenant où tu mets un peu de mystère et enfin je sais pas à tester. Après, ouais, Voilà, Cyrielle, quelques billes. Bah, merci Benjamin. Contacter un max d'entrepreneurs quand tu te lances. Enfin, moi, je sais que Ouais. j'ai très souvent des personnes qui me contactent pour demander si on peut, si je peux passer un peu de temps au téléphone, etc. Et alors, parfois, je ne vois pas les messages ou parfois, j'oublie de répondre. J'en suis navrée. Puis ça prend du temps. Tellement de choses. Et je suis toujours ravie de le faire parce que moi, c'est comme ça que j'ai décidé de me lancer aussi. C'était vraiment le jour où je me suis dit, OK, c'est bon, je me lance. La première chose que j'ai faite, c'est de parler à un maximum d'acteurs de l'écosystème de la mode responsable et même plus large d'entreprises un peu éthiques, etc., dans l'entrepreneuriat. Et franchement, ça m'a beaucoup aidée à mettre en forme mon projet. C'est des petits conseils par-ci par-là, mais franchement, qui aident beaucoup. Donc, il ne faut surtout pas hésiter à le faire. Ouais. Et puis après, au final, on te répond. Et on se sent moins seul aussi. Là, déjà, rien que le fait de partager un truc ensemble et tout. Beaucoup la solidarité aussi, sortir de ce côté concurrent, compétition, mais c'est aussi ça la mode éco-responsable. Nous, on le fait tous les trois. Au final, on se connaît. Alors, on se connaît que virtuellement, en tout cas, mais enfin. Laura, tu m'as aidée à un moment où j'avais besoin. Enfin, on essaye de s'entraider. C'est clair, ouais. Ensemble, on est plus forts. Bah, exactement. Ouais. Il faut créer un écosystème ensemble de mutualisation et d'entraide. Ok, bah on arrive. C'est ça aussi qui nous différencie finalement des grosses boîtes capitalistes, entre guillemets. Voilà. Il faut des nouvelles façons de faire, des nouveaux modèles. On se cherche, donc ça prend du temps aussi de trouver une nouvelle façon de faire. Mais on est sur la bonne voie, j'en suis sûre. Bah, en tout cas, merci beaucoup d'avoir été là ce soir. Merci de nous avoir suivis. Et pour finir, je vous rappellerai juste les sites. Si vous voulez retrouver du coup Agathe, donc c'est collectifringué.fr. Laura. Le crowdfunding.
Pardon? Le crowdfunding sur Voilà, KissKissBankBank. KissKissBankBank pour le collectif fringué.fr. Et Laura, c'est léoneetlucienne.com. Et pour Benjamin, c'est cotonvert.com. Voilà, comme ça, s'ils veulent découvrir les sites. Et puis, on les partagera aussi dans le groupe Facebook encore pour faire mettre en avant vos campagnes. Et sinon, pour rappel, le guide de la mode éco-responsable est toujours disponible sur le site de la FNAC ou celui de Place des Libraires. Et pour plus d'informations, c'est modeécoresponsable.com. Le replay du talk show sera sur la chaîne Poesia Channel. Et pour finir, si vous développez une entreprise engagée dans la mode ou dans d'autres domaines, n'hésitez pas à nous contacter pour échanger sur votre vision à contact@poesiaconsulting.fr. On accompagne le lancement et le développement d'entreprises engagées et créatives. Voilà. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Salut, merci. Et à très À la bientôt. prochaine peut-être. À bientôt. Au revoir, bonne soirée. Si ce contenu t'a plu et que tu n'es pas encore abonné à la chaîne Poesia Channel, abonne-toi dès à présent pour recevoir une notification pour les prochains épisodes pour devenir toujours plus un consommateur. À très bientôt!